Bonsoir à tous, chers auditeurs. Vous écoutez une nouvelle émission de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout, mais surtout de rien. Nous sommes aujourd'hui le 18 février 2022 et j'ai autour de cette table virtuelle deux individus que vous connaissez maintenant très bien. Je veux bien évidemment parler de Nicolas et de Jules. Comment est-ce que vous allez tous les deux ? Très bien. Ah, bah ça c'est fantastique. C'est fantastique, alors c'est un enregistrement qui est en petit comité ce soir, mais je sais que vous nous avez prévu des choses qui sont incroyables. Moi aussi, chers auditeurs, je vous ai prévu un petit bonus pour la fin de l'épisode, mais on va commencer tout de suite par parler de choses un peu étranges en compagnie de Nicolas. C'est vrai. Mais merci pour cette introduction. C'est Et de toujours. rien, je me rends compte que j'ai pris une voix très grave pour la faire en plus, donc je ne sais pas pourquoi. Voilà, Ça rajoute un côté un l'impro. peu intimiste, on est C'est entre ça, nous. tout à fait, On est ouais. entre nous, Ça donne un côté rendez-vous avec X. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, oui, moi je vais vous parler d'un sujet assez original en fait, mais pas tellement. En fait, vous verrez. Vous savez qu'il y a des thèmes que j'apprécie particulièrement dans les sujets que je vous présente d'habitude. Ça Oui. tourne souvent autour d'une dimension historique, archéologique ou anthropologique, de faits passés peu connus qui n'ont rien à envier à la fiction. Et ça, c'est un peu ma ligne éditoriale en quelque sorte. Je parle aussi beaucoup des Amériques, qui ont passé la majorité de ces 14 000 dernières années, donc depuis l'engloutissement de la Béringie, mais il y a Jules qui a fait une très bonne chronique là-dessus. Donc c'est la majorité de ces années sans échange avec d'autres continents. C'est ce qui rend, à mon sens, la période du contact, donc de la fin du 15e au 17e siècle de notre ère, aussi intéressante, puisque c'est un exemple unique à cette échelle de la rencontre entre des sociétés humaines qui se sont développées de leur propre manière, avec leur propre culture et environnement. C'est pour cette raison que l'on va parler d'interculturalité encore à travers notre histoire du jour, mais sous un angle un peu particulier. En fait, je me suis rendu compte que si cette histoire était une fiction, il y a de grandes chances pour qu'elle ne soit pas vraiment originale, faisant appel à des figures narratives beaucoup trop vues et revues depuis Pocahontas, Danse avec les loups, Le Dernier Samouraï ou encore le film Avatar. Là, normalement, il y a un pattern qui devrait se dessiner dans votre tête. Oui, totalement. Mais nous ne sommes pas dans un film. Et du coup, vous verrez que ça prend une toute autre dimension. Été 1511. La caravelle Santa Maria de Barca quitte le port de Santa Maria de la Antigua del Darién dans l'actuelle Colombie, soit la première ville espagnole fondée sur le continent sud-américain. Le temps est agréable et dégagé, la mer est calme, et à bord se trouve le capitaine Juan de Valdivia. Sa mission, elle est de la plus haute importance. Il doit faire part de la découverte du conquistador Vasco Núñez de Balboa au gouverneur d'Hispaniola. Et cette découverte, c'est pas une des moindres. Il s'agit d'un passage vers l'océan Pacifique, l'exploration des îles Galapagos et le rapport sur les richesses que regorge la région. Valdivia, il doit négocier l'envoi de galions et de 1000 hommes afin d'établir une voie maritime vers l'Orient, par le Pacifique, et valider ainsi l'intuition de Christophe Colomb. La caravelle, elle transporte une importante cargaison d'or pour convaincre le gouvernement espagnol. Mais dans la cale se trouvent également des dizaines d'esclaves autochtones ramenés des expéditions et des conquêtes. Un officier du navire en particulier est en charge de cette cargaison d'esclaves. C'est un Andalousien qui approche la quarantaine, un arquebusier vétéran de la prise de Grenade de 1492 face aux troupes islamiques, devenu instructeur dans l'armée espagnole depuis. Vers 1509, il part pour le Nouveau Monde, comme beaucoup de ses compatriotes, motivé par l'aventure, la gloire et le désir de richesse. Son expérience militaire et ses talents sont fort appréciés des conquistadors. D'ailleurs, depuis qu'il est là, il a déjà participé activement à la conquête et à l'implantation coloniale. Il a connu les violentes luttes de pouvoir entre conquistadors. Il est possible qu'il ait assisté aussi, sinon plus, aux massacres d'indigènes, aux exactions, à la torture et à leur mise en esclavage. Même s'il n'est arrivé qu'il y a 1 an et demi environ, il a donc déjà acquis une solide expérience de ce nouveau mode de vie. Cet homme s'appelle Gonzalo Guerrero. Il ne le sait pas encore, mais il va bientôt subir une expérience interculturelle radicale et devenir à sa manière l'un des plus farouches opposants à la conquête de l'Amérique. Après 3 jours dans la mer des Caraïbes, une grosse tempête éclate. La force du vent est telle que le navire subit d'importants dégâts. Des vagues gigantesques empêchent tout répit, tout espoir de garder un cap. La Santa Maria de Barca finit par heurter un banc de sable au sud de la Jamaïque et se met à sombrer. Dans l'urgence, une vingtaine de personnes parvient à s'embarquer en toute hâte à bord d'une chaloupe, sans eau, sans nourriture
au milieu de la mer, à plusieurs jours de la moindre côte. Ils sont contraints à la dérive au gré des courants, dans les pires conditions possibles. Pour s'hydrater, ils sont forcés de boire leur propre urine. Au bout d'un peu plus de 10 jours, 8 naufragés seulement sont encore en vie, mais la côte est enfin en vue. Ils ne sont pas tirés d'affaire pour autant. En fait, ils ont dérivé jusqu'à la péninsule du Yucatan, dans l'actuel Mexique, et arrivent en plein territoire Cocom, un peuple de guerriers de culture maya. Ils sont vite repérés et attaqués. Certains naufragés sont massacrés sur le champ. Un des survivants reçoit un coup de massue qui lui fend le crâne. La blessure est tellement profonde qu'il dit qu'on pouvait y passer la main dedans. Il survit presque miraculeusement, mais à l'état quasi végétatif. Pendant 3 ans, il restera parmi les Cocom avant de décéder, les autochtones, le pensant protégé des dieux, l'ont épargné et adopté. En attendant, les autres sont faits prisonniers. Ils sont emmenés et enfermés dans des cages. Sous les yeux de leurs camarades, ils sont exécutés un par un, démembrés et consommés lors d'un rituel anthropophage. Parmi les valides, tous y passent, sauf 2 hommes, qui échappent ainsi au sort réservé à leurs compagnons. Le premier, c'est un jeune diacre franciscain de 22 ans. Il s'appelle Geronimo de Aguilar, il est parti d'Espagne pour répandre la foi catholique, et il rapportera cette aventure dans ses écrits. Le second, c'est Gonzalo Guerrero. En réalité, s'ils sont épargnés, c'est qu'il est prévu qu'ils fassent office de repas lors de prochaines cérémonies sacrificielles en l'honneur des dieux. La situation des 2 hommes est absolument critique, leur vie est en jeu, et ils tentent le tout pour le tout. Ils arrivent à tromper la vigilance de leur geôlier et à fuir à travers la jungle. Ils atteignent le territoire de Tutulxiu, plus à l'intérieur des terres, après plusieurs jours de marche. Alors les Xiu, c'est un peuple de langue et de culture maya qui sont constitués en un puissant royaume et qui sont ennemis des peuples Cocom depuis des dizaines d'années. Guerrero et Aguilar sont rapidement capturés à nouveau et emmenés dans la capitale, la cité de Mani, où règne le Alachwinik, le souverain, Tashmar, et les 2 Espagnols sont donnés en esclaves à Teohom, l'Ahuacan, c'est-à-dire le grand prêtre de la cité. Contraints à du travail épuisant et au transport de lourdes charges, ils doivent apporter du bois, de l'eau, de la nourriture, charrier des poissons et ils cultivent les champs. Les 2 Espagnols se soumettent totalement à leur maître, ils ne tentent plus de fuir dans ce pays qui leur est dangereux et totalement inconnu, et exécutent chaque tâche qui leur est demandée. D'ailleurs, ils obéissent à tout le monde dans la ville, et pas qu'exclusivement à leur maître. Leur désir de survie passe vraiment avant tout, ils mettent de côté leurs convictions, et agissent avec beaucoup d'humilité pour ne pas offenser les Xiu. Geronimo de Aguilar en particulier, il observe une discipline assez stricte pour garder espoir. Il fait par exemple un décompte précis de chaque jour qui passe. Il conserve du mieux qu'il peut un air joyeux et serein en public, et de cette manière, il gagne la confiance et la bienveillance de son maître. Et Teohom essaie même de l'intégrer davantage à la vie maya, en lui offrant des jeunes filles, mais fidèle à sa foi jusqu'au bout, Aguilar parvient toujours à résister à la tentation. En fait, au péché de la chair, il préfère se plonger dans son vieux bréviaire illuminé, qu'il est parvenu à conserver depuis le naufrage, et prie Dieu chaque jour pour qu'il puisse retrouver les siens. A l'inverse, Gonzalo Guerrero est tout aussi impliqué dans ses travaux physiques, se fait lentement à l'idée de ne plus retrouver sa vie passée, et s'acclimate peu à peu à sa condition d'esclave. Il participe ainsi à des rites et des cérémonies dans la cité. Tashmar, il constate que les esclaves européens travaillent efficacement, et se soumettent peut-être même plus que prévu. Il craint qu'ils ne se tuent à la tâche avant de pouvoir tirer avantage de la présence de ces étrangers. Surtout que parallèlement, des bruits courent sur le fait qu'ils ont déjà participé à des guerres et des combats, et la péninsule du Yucatan à cette époque, elle est divisée en royaumes et en confédérations rivales, et c'est un champ de bataille quasi constant. Tashmar réclame donc les 2 esclaves pour lui-même, et Guerrero et Aguilar deviennent en quelque sorte ses conseillers militaires. Donc si Aguilar n'a pas grand-chose à apporter, Gonzalo Guerrero, lui, se prête à cette activité avec une grande rigueur et une grande implication. En plus, cela lui permet de revenir à l'instruction militaire qui est son domaine d'expertise. Il se met alors à former les troupes de Tashmar. Il leur apprend des techniques d'attaque et de défense qui sont utilisées en Europe. Il leur enseigne à se battre en formation, en carré, en colonne. Il insiste sur la discipline à apporter dans les rangs afin d'éviter de se battre de manière trop dispersée. Il apprend comment permettre aux combattants de première ligne de se replier pour pouvoir se reposer, pendant que les lignes suivantes prennent leur place de manière à tenir ainsi la formation. Il leur apprend aussi des techniques pour attaquer par les flancs. En bref, il se met à enseigner à une armée maya toute la théorie militaire européenne de l'époque. Il a rapidement l'occasion de prouver l'efficacité de son enseignement en le mettant en pratique dans les combats face aux Cocom. Les troupes de Tashmar parviennent à s'établir en phalange macédonienne, dominant et écrasant leurs ennemis.
Je vous ai dit que cette histoire était assez folle. Ouais, j'avoue, franchement, Ouais, je totalement. suis quoi? C'est vraiment le dernier samouraï, mais Oui. Mais en pas version samouraï, quoi. maya, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Dès lors, Guerrero, l'esclave étranger, acquiert une immense renommée dans le royaume de Tutulxiu et même au-delà des frontières. Tashmar l'échange pour un très bon prix à l'un de ses alliés pour qu'il puisse également profiter des talents de cet espagnol pour la guerre. Il est donc envoyé dans le territoire de Chactemal, au sud-est du Yucatan, où il est confié au Alachwinik Nachan Khan qui règne depuis la cité d'Ichpaatun. Il est remis entre les mains de son nouveau maître, le Nakom, c'est-à-dire le chef militaire, qui s'appelle Balam, et Balam au passage ça veut dire jaguar en langue maya, donc c'est assez classe comme nom. Balam traite particulièrement bien son esclave, tous deux parviennent à établir de bonnes relations, et un jour, alors qu'il traversait une rivière, Guerrero le sauve d'une attaque d'alligator. En récompense, Balam l'affranchit en le libérant définitivement de son statut d'esclave. Mais Guerrero, redevenant un homme libre, ne cherche pas à quitter Ichpaatun. Bien au contraire, puisqu'il décide d'adopter le mode de vie de ses hôtes et s'engage comme guerrier. Il se distingue au combat où il se bat côte à côte en tant qu'égal maintenant auprès des Mayas. Il participe à des rituels qui sont propres aux guerriers comme l'automutilation, symbole de mépris pour la douleur et la mort, ainsi que le tatouage rituel. Il enchaîne victoire sur victoire, monte la hiérarchie militaire, il s'acculture totalement à cette nouvelle vie qu'aucun Européen n'a connue avant lui. Il gagne en importance et finit par atteindre le rang lui-même de Nakom, devenant ainsi le chef militaire de Nachan Khan. Sa proximité avec son nouveau souverain et sa réputation lui assurent des privilèges. Il est même autorisé à se marier avec la fille de Nachan Khan, la princesse Ixchel Khan. Ah ouais, carrément. Carrément. Yes. Gonzalo Guerrero, donc ancien militaire espagnol chargé des esclaves, fonde désormais contre toute attente son foyer en terre maya. Car il a même 3 enfants, ce qui le rend à l'origine de la première famille métisse native américaine européenne. Il n'a maintenant plus aucun lien avec son ancienne vie, il est totalement intégré dans la culture maya. Fin février 1519. Sous un soleil de plomb, Hernán Cortés, à la tête de 500 hommes, accoste avec une flotte de 11 navires sur l'île de Cozumel, proche de la côte est du Yucatan. Son expédition a quitté Cuba pour faire route vers la cité de Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque, encore inconnue des Européens à ce moment. Le lieu de cette escale n'est pas choisi au hasard. Si le premier contact très succinct entre Mayas et Espagnols remonte à 1502, il a fallu attendre 1517 pour que la première expédition soit envoyée au Yucatan sous le commandement du conquistador Hernández de Cordoba. Avant que celui-ci ne meure, grièvement blessé des suites d'un combat avec des autochtones, il a pu faire part de faits troublants. Par 2 fois, lui et ses hommes ont formellement entendu des indigènes crier en espagnol le mot castillan, donc castillan en français, pour les désigner. Or, aucune expédition n'avait atteint les côtes du Yucatan avant eux. Cela signifiait nécessairement une présence espagnole récente sur ce territoire qui était inexploré. Les autorités de la couronne d'Espagne sont assez intriguées par cet événement et confièrent donc à Cortés le soin d'élucider ce mystère. À l'aide d'un interprète indigène capturé 2 ans auparavant, Cortés interroge la population locale et apprend que 2 esclaves espagnols vivent bel et bien dans des cités mayas depuis 8 ans. Les dires de la précédente expédition étaient donc vrais. Il fait envoyer des messagers, porteurs de lettres et de perles de verre, pour racheter la liberté des esclaves. Jerónimo de Aguilar reçoit rapidement la missive et demande à son maître de le laisser partir. Il veut contacter Gonzalo Guerrero et lui annoncer la bonne nouvelle. Alors, ils sont enfin sauvés. Aguilar est donc autorisé à partir par son maître, et avant de rejoindre Cortés, il se lance à la recherche de son ancien compagnon d'infortune. Dans l'histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-Espagne, un ouvrage publié en 1568 et qui constitue l'une des œuvres de référence à propos de la conquête de l'Amérique, l'auteur Bernal Díaz del Castillo, qui est conquistador, chroniqueur et compagnon d'armes de Cortés, nous rapporte cet événement. Jerónimo de Aguilar parvient à retrouver Gonzalo Guerrero, mais celui-ci a beaucoup changé depuis leur dernière rencontre. Tu m'étonnes. Il n'est plus esclave et possède son propre domaine. Son visage est tatoué, ses oreilles et sa lèvre inférieure percées, ses cheveux sont longs et noués au-dessus de sa tête comme les guerriers, et il a l'accoutrement et les attributs d'un haut dignitaire maya. Aguilar est un peu déconcerté, mais lui annonce qu'ils seront enfin sauvés grâce à Cortés. Cool, ils pourront rentrer chez eux. Yes. Je vous lis une traduction assez approximative de la réponse de Guerrero, qui est, comme vous le verrez, sans équivoque. Il dit «
Je suis marié et j'ai 3 enfants. Ici, on me considère comme un chef de guerre et un capitaine. Mon visage est tatoué et mes oreilles sont percées. Que diront ces Espagnols s'ils me voient revenir ? Partez avec votre Dieu et voyez comme mes enfants sont beaux. Et il ajoute qu'il peut rentrer et garder les perles de verre. La classe, Oui, comme phrase. Si elle est vraie, c'est classe. c'est clair. L'épouse de Guerrero s'énerve alors contre Aguilar et qui demande à son mari de s'en aller. La tension monte, le franciscain insiste. Pour lui, cette femme indigène retourne la tête de Guerrero qui risque de perdre son âme à abandonner la foi chrétienne. S'il tient tant à sa famille et que c'est la raison qui le pousse à rester, il peut les emmener avec lui. Mais Guerrero est résolu dans sa décision, il ne souhaite pas quitter son foyer. Cet épisode est à peu près la seule mention écrite de la nouvelle vie de Guerrero. Malheureusement, nous ne savons rien de son quotidien ou de ses activités courantes. Tout ça a été analysé, tous ces textes ont été analysés par des chercheurs, et cet extrait est une source assez précieuse pour nous permettre d'entrevoir ce qu'était devenu Guerrero à ce moment. Et il montre plusieurs choses. Tout d'abord que son épouse, Ixchel Khan, comprend l'espagnol parfaitement et qu'elle le parle puisqu'elle répond elle aussi directement à Aguilar. Ensuite, il montre qu'elle est sur un pied d'égalité avec Guerrero puisqu'elle se permet de prendre sa défense sans que cela ne paraisse déplacé. Et ça, c'est un point important à souligner pour comprendre un petit peu la place des femmes dans la culture maya de Chactemal. Ils n'ont peut-être pas qu'un rôle secondaire dans les affaires de la famille ou même dans les affaires de leur époux, et même si c'est quelqu'un qui est haut placé dans la société. Si le fait que Guerrero refuse de rejoindre les Espagnols pour pouvoir rester auprès de sa famille semble la raison évidente, il est à souligner un autre point. Des historiens ont avancé également l'hypothèse que Guerrero aurait honte de retrouver sa culture d'origine à cause de son changement d'apparence, ses tatouages et piercings mayas qui sont absolument incompatibles avec l'église catholique. Certains estiment aussi que Guerrero, issu d'un milieu à la base assez pauvre, était trop attaché au statut social qu'il venait d'acquérir et à ses réalisations qu'il lui aurait été impossible d'atteindre en Europe. En tout cas, Geronimo de Aguilar est contraint de partir seul, réalisant que Guerrero était réellement devenu un Maya. C'est la dernière fois que les deux hommes se croisent et ils vont finir par choisir un camp et des positions qui sont radicalement opposées. Aguilar rejoint Cortés, sous le regard incrédule des Espagnols qui voient arriver un homme à la peau hâlée par le soleil, le crâne rasé et vêtu de haillons et qui est d'abord pris pour un autochtone. En fait, il faut attendre qu'il fonde en larmes et loue Dieu en espagnol pour avoir écouté ses prières pour que Cortés et ses hommes se rendent compte qu'il s'agit de l'un des captifs recherchés. Ah ouais, putain. Le mec, il est passé à ça de se prendre un coup d'arquebuse. C'est clair. Il s'empresse alors de raconter son histoire et mentionne celle de Gonzalo Guerrero. Pour Cortés, c'est une véritable aubaine. Il vient d'obtenir un interprète espagnol, familier des peuples locaux. Il compte bien exploiter au maximum cet atout. Il regrette cependant, on peut le comprendre, la décision de Guerrero. En l'absence de textes et d'occidentaux sur place, il est très difficile de retracer la suite de l'histoire de Guerrero. Cependant, il est assez logique de comprendre ce qui le rendait si précieux auprès des Mayas. Tout d'abord, il avait une expérience non négligeable de la navigation en mer, et les Mayas de Chactemal sont des navigateurs qui échangent sur de très longues distances, notamment des coquillages, du coton, des plumes, du cacao et du sel. Et sa connaissance des étrangers, les hommes barbus, comme les appellent les Mayas, qui semblent s'intéresser à leur terre, est inestimable. Guerrero leur permet de comprendre qu'ils ne sont pas des dieux ou des gens qui veulent leur bien, mais bien de simples humains avides de richesse. Des humains capables du pire et contre qui il devient nécessaire de lutter. Parce qu'en tant que Nacom, ils s'affairent désormais à déployer les stratégies des conquistadors face à eux-mêmes. Ayant formé par le passé les troupes espagnoles, il sait comment les contrer et exploiter leurs faiblesses. Pendant des années, il prépare les Mayas à tendre des embuscades, organiser des guérillas et des batailles rangées. Outre l'entraînement au combat et les techniques européennes, Guerrero leur apprend aussi à construire des forts pour se défendre. Il leur conseille de ne jamais abandonner ou céder des terres, de ne jamais faire confiance aux Blancs. Pour Guerrero, c'est un point de non-retour. Il a choisi sa famille et pour la protéger, il s'oppose désormais par les armes à la conquête espagnole. En 1527, ces tactiques permettent de défaire les 380 hommes et 4 navires du conquistador Francisco de Montero et à repousser une première tentative d'invasion. Comme Cortés auparavant, Montero avait tenté de contacter Guerrero, donc vous vous doutez de sa réponse. En juillet 1531, une expédition est menée dans le but même de capturer Guerrero sans succès. Les prisonniers mayas, pris par les Espagnols, parviennent à faire croire à sa mort et qu'il était inutile de le chercher. En 1532, une nouvelle victoire permet de chasser le conquistador Alonso de Avila du Yucatan. Pendant près de 17 ans, Guerrero il lutte avec acharnement en participant à la résistance maya jusqu'au 13 août 1536.
Ce jour-là, il mène une armée de renforts, 50 pirogues remplies de guerriers, pour venir en aide au chef Sicumba, dont la ville Ticamaya, dans le Honduras actuel, est attaquée. Pedro de Alvarado, lieutenant de Cortés, mène une opération dite de pacification, avec 80 Espagnols et 300 de leurs alliés indigènes. Au total, le camp Maya parvient à aligner plus de 1000 hommes. La bataille fait rage, mais l'issue est incertaine. Des soldats espagnols croient voir un homme barbu tatoué, vêtu comme un guerrier indigène. Au cœur de l'action, Guerrero est bien présent, mais il est soudainement transpercé par un carreau d'arbalète. Déjà blessé par un précédent tir d'arquebuse, il s'effondre au sol. Je crois qu'on a un niveau de badassitude qui est assez élevé. Là, j'avoue que... Ah, mais tellement, genre, c'est vraiment la mort épique du film épique, quoi. Enfin, Ces hommes parviennent à l'emmener hors du champ de bataille et à le cacher derrière des palmiers. Dans un dernier souffle, avant de mourir, Guerrero demande à ses amis de prendre soin de ses enfants et exhorte ses troupes de continuer le combat jusqu'au bout. Mais la bataille ne tourne pas en leur faveur et ils sont contraints de se replier. La victoire des Espagnols est décisive. Le chef Sicumba est capturé et c'est lui qui confirma que Guerrero comptait bien parmi les pertes de son camp. Sa mort sera rapportée au gouvernement espagnol local, puis à la cour d'Espagne, parce que le traître à la couronne était enfin tombé. Waouh. Après la bataille, le corps de Guerrero se retrouve en territoire adverse. Et à la nuit tombée, quelques-uns de ses hommes parviennent à s'infiltrer derrière les lignes ennemies, à le retrouver et à le jeter à la rivière pour lui rendre un dernier hommage. Tandis qu'il n'a fallu que 2 années à Cortés pour venir à bout de l'Empire aztèque, 20 ans ont été nécessaires pour conquérir le Yucatan. Malgré ses prouesses, il est quand même difficile de mesurer l'impact réel de Gonzalo Guerrero dans la résistance maya. Il est possible qu'il ne soit pas si élevé. Les Mayas avaient déjà une culture guerrière qui était bien établie, et la myriade des États du Yucatan et la complexité des relations diplomatiques ont probablement été l'obstacle majeur des Espagnols. En revanche, ce qui est certain, c'est que Jerónimo de Aguilar a lui été d'une grande aide et d'une grande utilité dans la chute de l'Empire aztèque. Il a fait partie de l'expédition de Cortés en tant qu'interprète. Il a été rejoint par Malinali, une jeune femme maya qui parlait également la langue aztèque. Mais ensemble, ils ont formé un duo qui était redoutablement efficace et surtout entièrement dédié à la conquête. Cortés put alors mener des actions diplomatiques, de l'intimidation et soumettre très rapidement l'ensemble des Aztèques dès 1521. Aguilar meurt en 1531 dans un domaine offert par Cortés proche de Mexico. Il était entouré de ses esclaves. Ayant lui-même survécu à cette condition, il les traitait du mieux qu'il pouvait, comme ses anciens maîtres mayas l'avaient fait pour lui. Pour avoir abandonné la foi catholique et provoqué la mort de concitoyens, Gonzalo Guerrero fut détesté par les Espagnols pendant des siècles. Il est surnommé le traître à la couronne ou le renégat. Jerónimo de Aguilar, qui est la principale source des chroniqueurs de l'époque, le présente comme un homme un peu bizarre, inquiétant et assez étrange. A l'inverse, Aguilar, lui, est un modèle de vertu. Il est resté fidèle à son roi, à sa religion, tout en évitant de se laisser tenter par le péché. Car si Guerrero en est arrivé là selon Aguilar, c'est parce qu'il s'est laissé séduire par une femme, et qu'il a mêlé son sang avec des êtres impies jusqu'à fonder une famille. Tout cela l'a amené à se perdre dans de divinités païennes et à se pervertir. En tout point, en fait, il est devenu l'antithèse du bon chrétien, le modèle qu'il faut surtout pas suivre. Parce que la conquête de l'Amérique, elle est justifiée par la christianisation des populations locales et par la victoire sur l'idolâtrie. Et en ça, Guerrero, c'est une terrible erreur, c'est une aberration. L'aspect sauvage est mis en avant pour le décrire, à moitié nu dans la jungle, il est dit terrifiant et barbare avec ses tatouages et ses oreilles percées. C'est un peu l'image qui circule en Espagne à cette époque. Il est aussi considéré publiquement comme l'une des causes des difficultés liées à la conquête du Yucatan. En fait, c'est l'excuse parfaite pour montrer que si l'entreprise militaire a été si longue, c'est parce qu'il a appris aux Mayas des techniques européennes. Il faut attendre le 19e siècle et l'indépendance du Mexique pour que la culture maya regagne un intérêt parmi une population qui avait besoin de se rattacher à des repères culturels et renouer avec son histoire. Gonzalo Guerrero devient alors un symbole de la lutte contre le pouvoir colonial et impérialiste et le père du métissage. Depuis, sa mémoire perdure par des monuments et des statues érigés en son honneur, où il est représenté avec son épouse et ses enfants. Si vous suivez mes chroniques, vous savez que ce phénomène d'acculturation inversée, par opposition à l'acculturation forcée par la conquête, n'est pas un cas unique. Quelques décennies plus tard, par exemple, la France mettra à profit cette pratique pour étendre son influence au Brésil, par l'intermédiaire des truchements des jeunes envoyés pour être adoptés par des tribus. Tout cela permet de prendre du recul par rapport à une conquête souvent présentée comme implacable et complètement inévitable. Et ce genre d'histoire, de récit, qui a été considéré à l'époque comme des ratés de la colonisation, permet pourtant d'aller à l'encontre en fait de ces idées-là. Car en réalité, cela prouve même à l'époque qu'une compréhension mutuelle a pu être possible au moins à la marge.
De la manière dont est considéré Guerrero par les Espagnols, on voit que l'idéologie coloniale, elle est mise à mal aussitôt que la culture de l'autre est présentée en égal, voire compatible. Il y a Ouais. certes beaucoup de différences, mais si on s'en tient à notre exemple du jour, on peut voir que les sociétés mayas et espagnoles sont suffisamment proches, poreuses, pour permettre à Guerrero de s'y intégrer. Il a pu acquérir un statut social, à y fonder une famille, notamment grâce à ses talents militaires. Donc par rapport à l'histoire, au sens un peu plus large, c'est un détail, et l'impact politique, militaire ou culturel, il est infime, mais ça fait réfléchir. Et déjà, à l'époque, les positions coloniales sont questionnées. On a des religieux qui vivent parmi les peuples locaux, qui se mettent par exemple à consigner par écrit les histoires, les mythes, les traditions de ces cultures, ce qui permet d'en garder une trace. La violence, les exactions des colons et le sort des autochtones sont remis en question et aboutissent au milieu du XVIe siècle à la controverse de Valladolid, freinant la conquête espagnole et abolissant l'esclavage, du moins des peuples natifs. Donc voilà, pour finir, je dirais que la période du contact, elle est très complexe. La réduire à deux camps manichéens, c'est beaucoup trop réducteur, comme on Bien peut le sûr. voir à travers ce nouvel exemple. Et à tout moment, il y a des hommes, des femmes qui ont cherché à se comprendre mutuellement. Et ces témoignages interculturels sont extrêmement précieux et sont un bon moyen en fait de mieux comprendre cette période, tout en s'interrogeant nous-mêmes de nos jours sur notre propre bagage culturel. Et bah, c'était une Trop super cool. histoire parce que putain, mais on dirait un film, c'est dingue Mais ça, c'est vraiment. Mais en c'est fait, c'est absolument ça. dingue. Mais par contre, si c'est un film qui sortait maintenant, ce serait nul en fait, parce que ce serait Mais pas oui, original. C'est ça c'est qui est ça qui Ouais, est triste. grave. c'est ça qui est triste, c'est que moi j'aimerais bien voir un film sur ça, mais ça a déjà été fait des milliards de fois sur d'autres sujets, alors que là Exact. c'est le premier quoi. Puis c'est vrai Après, quoi. c'est quand même une culture qui a pas trop l'habitude d'être montrée au plein écran. La Heu, culture maya? est-ce que vous Ouais, avez vu Apocalypto? ouais, Non, ouais, moi je pensais non, à il est ça. bien ou pas? J'avais l'image de l'affiche quand j'ai dit ça. Alors en fait, je voulais faire un moment une parenthèse sur Apocalypto, surtout quand je parlais parce que en fait, est-ce que je spoil la fin de Apocalypto ou pas? Bah, les gens Il sont y a déjà peu prévenus et de moi gens qui honnêtement, connaissent je sais pas si je le verrai, je Apocalypto, crois qu'il donc était très violent et peut-être Il est que violent. j'arriverai pas à le voir. Et à la fin, moi, il y a un détail qui m'a toujours fait un peu tiquer, c'est que, on voit en fait des conquistadors arriver. mmh. Sauf que, tu vois, même à l'époque, je me suis dit: «Mais c'est bizarre, genre que personne soit au courant et qu'ils arrivent un peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe», alors que c'est jamais arrivé. Même quand Christophe Colomb est arrivé, dans les Caraïbes, bah, il a été repéré très tôt, escorté et cetera. Ouais. Et là, surtout si tu prends en compte cette histoire de Gonzalo Guerrero, tu vois que les premiers arrivés au Yucatan, ils arrivent en 1517, les premiers Espagnols. Donc ça veut dire qu'ils étaient déjà au courant que les Espagnols existaient, vu que Gonzalo Guerrero était déjà sur place. Et oui. Donc du coup, perd un D'où peu la en crédibilité. surprise d'ailleurs quand il parle en espagnol, Oui, oui, cette anecdote est assez drôle. c'est assez dingue, ouais. Et Mais d'ailleurs, est-ce qu'il aurait pas pu, je veux dire, est-ce qu'il aurait pas pu parler le dialecte local puisque, ça fait longtemps qu'ils y étaient? L'autre, il parlait vraiment puisqu'en plus il a été traducteur, si sa femme les lui 2 parlaient, répond. oui, j'ai pas précisé, mais ils ont appris très tôt, en fait, la langue Oui, donc maya, il parle la langue, surtout ouais. OK. pour survivre, en fait, ils avaient vraiment une très forte volonté de survivre apparemment, de ce que j'ai compris. Et ouais, ils ont appris la langue assez tôt. Donc du coup, potentiellement, en fait, elle a pu lui répondre en enfin, Ah oui, tu veux je dire sais pas. le Ouais, après je dans me les pose chroniques, peut-être que lui il parle il dit qu'il a parlé en espagnol peut-être, En ça se fait, là, trouve? la source cet extrait, ça vient du coup de l'ouvrage que j'avais dit, donc qui a été écrit par un compagnon de Cortés. Et si du coup sa source était Jerónimo de Aguilar, donc le prêtre OK. franciscain. Ouais. Donc c'est vrai qu'après il faut toujours prendre un peu de recul avec ça. J'avais trouvé l'anecdote assez intéressante, je sais plus, j'avais trouvé ça dans un article, je crois, qui disait que c'était assez intéressant de voir que la femme pouvait éventuellement parler en espagnol. Mais c'est vrai que si ça se trouve, il s'exprimait en maya tout du long. Voilà. Et autre chose, oui, sur Apocalypto, Ouais. si vous voyez le film, parce que du coup là on a beaucoup parlé de villes mayas, à cette époque, les villes mayas sont pas trop comme dans Apocalypto. En fait, dans Apocalypto, tu as 2 choses, tu vois un petit village perdu au milieu de la jungle et une énorme cité maya en pierre. Sauf que, D'accord. les grosses cités mayas en pierre, ça fait à peu près à l'époque 500 ans que ça existe plus, et les petits villages dans la jungle, pareil, ça doit faire au moins 1000 ans que ça existe plus. Ouais, c'est des trucs Donc là plutôt on a médians en fait, ce que tu as. Ouais, c'est exactement ça en fait, il y a que des villes et puis tout le territoire est extrêmement bien connu par les locaux, ce qui est normal.
C'est vrai que dans la représentation qu'on en a, tous ces peuples-là, genre, tu sais, t'as un peu comme... c'est tous ces peuples, en fait, qu'on connaît pas trop. Du coup, on a une image d'eux et ça fait un frame temporel, tu vois. Genre, pendant tout le temps des Aztèques, ça a toujours été comme ça. Ils ont toujours été dans des... Genre, ils vivaient en haut de la pyramide où ils bouffaient des cœurs. Enfin, tu sais, tu sais, genre, au bout d'un moment, ça devient un truc. Genre, t'es là, mais attends, mais de quoi Et c'est figé dans le temps, presque. Sur toute la période, il n'y a pas d'évolution, en fait, interne dans Et l'image qu'on en Apocalypto a, quoi. n'est pas du tout, tu vois? Parce que même si moi je trouve que c'est un bon film, mais c'est vrai que c'est un bon film d'un point de vue narratif, pas d'un point de vue Ouais. historique. Ouais. Non, mais en tout cas, chapeau, franchement, pour la Ouais, recherche, trop encore cool. une fois, c'était vraiment très très cool à entendre. Donc merci beaucoup de nous faire encore une fois de plus découvrir quelqu'un qui est allé dans un endroit et qui a vécu avec des gens alors que ça devrait pas être le cas. Enfin, honnêtement, je pense à ta dernière chronique sur le japonais qui finit au Vatican, c'est aussi Oui. ouf que ça, quoi. C'est absolument dingue. Il y a un lien, Comment je sais t'arrives faire à un lien. dénicher ces Heu, gens? alors là, comme je disais à Marc, du coup je l'ai dit, mais on n'enregistrait pas. C'est parce qu'en fait, à la base, je voulais faire un sujet sur Christophe Colomb et notamment en quoi c'était justifié de déboulonner des statues de Christophe Colomb. Sauf que c'était un sujet un peu touchy, j'arrivais pas trop à le manier correctement et en fait, en me renseignant sur une place au Mexique où il y a une statue de Christophe Colomb qui a été enlevée, j'ai vu qu'il y avait une statue d'un mec, donc avec une barbe, habillé comme un indigène avec une lance. Je me suis dit: «Mais qui est ce mec?» Et au début, quand j'ai vu un petit peu, je me suis dit: «Mais OK, ça doit être un personnage de fiction ou alors un truc, inventé» et non, c'était bien quelqu'un, de réel. Trop cool. Ouais, et à propos de choses qui sont réelles et trop cool, je crois, Jules, que tu veux nous faire part d'une découverte qui a eu lieu il y a quelques semaines. Alors, dans la temporalité des auditeurs, ce sera dans plus longtemps, forcément, mais dans la nôtre, c'est vraiment très très récent. En fait, je voulais débriefer avec vous un article qui est sorti dans Science Advances et qui s'appelle, je traduis en live avec un niveau de fatigue extrêmement élevé, Incursion humaine, enfin d'hommes modernes dans des territoires néandertals à la grotte de Mandrin en France il y a 54 000 ans. Donc il y a plein d'auteurs que je citerai pas tous, mais c'est une équipe française qui travaille en fait sur cette grotte et qui est dirigée par Ludovic Slimak. Alors je voulais voir avec, débriefer là-dessus avec vous, ce que ça veut dire, d'où ça vient et quelle est la découverte en question, sur quoi il s'appuie, enfin voilà, tout plein de questions qui pop. Après déjà la première question qui est qu'est-ce qu'on en a à foutre? Parce que c'est quand même ça en fait le cœur le cœur du truc, puisque c'est une découverte. En fait, c'est comme pas mal de découvertes archéo qui, au sein du milieu archéo, on est là. Waouh, mais c'est incroyable! Et du coup, les médias en parlent. Et genre à France Info, moi j'en ai entendu, ils en parlaient au France Info. Et tu sentais que la journaliste en question en parlait, mais elle-même ne pigeait pas la portée en fait de ce qu'elle disait. Genre ah ouais, c'est cool, on a fait une découverte et tout, mais un peu en mode bon bah voilà, ils ont empilé 4 Lego, ils ont vu que ça marchait. Putain, incroyable, ces scientifiques, ils trouvent des trucs. Et, enfin, moi, en tout cas, c'est un peu l'image que j'en ai, quoi. Et donc je me suis dit, pourquoi pas débriefer pour voir aussi en quoi c'est intéressant. Alors moi, si je me rappelle bien, alors je crois que je l'ai appris, bah, du coup par la presse, grand public. Il me semblait qu'il y avait des titres un peu racoleurs qui disaient que Ouais, toujours. ça alors si je me rappelle, ça repousse un peu la date d'arrivée d'Homo sapiens en Europe. C'est ça. Je dis peut-être des bêtises. En fait, pour situer pour les auditeurs, pour qu'ils puissent après comprendre le débrief qu'on peut faire, Homo sapiens, donc notre espèce, a environ 300 000 ans de ce qu'on en sait. On a du mal en fait à se faire une idée de ce qu'une date veut dire, donc il faut toujours la retranscrire en images ou en espace. Donc imaginez par exemple une échelle de 300 000 barreaux. Voilà, vous descendez 2 barreaux, vous en êtes à JC, et vous regardez et vous voyez même pas le bout de l'échelle. Voilà, en fait c'est ça, notre histoire d'Homo sapiens. Donc c'est bien plus grand que ce que l'histoire nous en enseigne. Et ça commence en Afrique. Alors les premiers humains modernes, on sait qu'ils sortent d'Afrique. Donc quand je dis humains modernes, je parle d'Homo sapiens nous. Hein. Là, on parle de personnes qui nous ressemblent physiquement, intellectuellement, pareil. Hein. C'est nous en fait. Donc ces humains modernes, ils sortent d'Afrique et se retrouvent vers Israël il y a environ 194 000 ans. Entre 194 000 et 177 000. Et peut-être en Grèce vers 210 000. Donc il y a des premières incursions en dehors de l'Afrique par nous-mêmes. Il y a environ 200 000 ans, on va dire. Les premiers restes d'Homo sapiens en dehors d'Afrique, on les date en Asie de l'Est des 80 000 ans.
Et d'après les preuves archéo, les humains modernes ont atteint l'Australie il y a environ 65 000 ans. Par contre, en Europe, c'est beaucoup plus récent. En Europe, on va arriver vers 42, 45, ça dépend. Alors on ne sait pas trop pourquoi il y a une telle différence. Pourquoi est-ce qu'on va en Europe plus tard? Peut-être que c'est en raison de barrières écologiques. Peut-être que c'est en raison de l'occupation de la région par des Néandertaliens. Il faut savoir qu'à l'époque, on n'est pas les seuls humains sur Terre. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. En Asie, on a les hommes de Denisova. Du coup, en Europe, on a les hommes de Néandertal. Nous, du coup, on vient d'Afrique, mais on va essayer d'aller plus loin. C'est tous nos cousins. Et donc, du coup, on va avoir des interactions. Il faut vraiment imaginer un monde à la Tolkien où il y a plusieurs représentants humains qui se voient, communiquent, parlent un peu entre eux et tout machin. Et donc, je vous disais, Sapiens, on arrive entre 45 000 et 43 000 ans. On l'estime à partir de la base de 5 restes dentaires isolés qui préviennent de 3 sites italiens. Où voilà, on arrive à dire, ça c'est du Sapiens. Ok, donc ça veut dire que Sapiens était déjà là il y a environ 45 000 ans. Et puis après, ils vont s'étendre au niveau de l'Europe, etc. Alors, pour que les auditeurs comprennent, en préhistoire, donc là je vous ai dressé le tableau des espèces en quelque sorte, mais après comment est-ce que les archéologues vont réussir un peu à suivre tout ça, et notamment à suivre des cultures, parce qu'on parle vraiment de sociétés qui bougent, qui évoluent dans le temps, qui machin et tout. Donc comment est-ce qu'on va réussir à apprécier ça? On n'a pas grand-chose qui nous reste, on n'a que des outils. Notamment en silex. Et ça, effectivement, ça se conserve. Alors pas tous d'ailleurs, parce qu'on sait très bien que si on fait un parallèle avec les chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui, plus de 80% de leur outillage est fait de bois, de machin et tout, et ça en fait, ça se conserve pas. Donc en fait, on a même qu'une partie de l'outillage qui se conserve. C'est-à-dire tout ce qui a été fait en os, tout ce qui a été fait en bois de serre, en bois de renne, et tout ce qui a été fait en silex. Donc ça se conserve super bien. Ça, on arrive à le retrouver. Et puis surtout, on arrive à voir qu'il y a des styles différents en fonction des sociétés. Il y a des sociétés qui vont commencer à utiliser telle technique, qui vont faire tel genre de pointe, ou etc., etc. Et ça va nous permettre de caractériser quelque chose. Ça a ses limites. Ce qu'on raconte généralement aux étudiants, c'est que si on fait un parallèle grossier et qu'on disait qu'aujourd'hui l'humanité disparaît, que dans 30 000 ans, il y a des archéologues qui arrivent et qui trouvent des fourchettes à plusieurs endroits d'Europe, ils vont commencer à parler de la culture de la fourchette. Ouais, c'est très peu représentatif de ce que c'est, en fait, au final. Donc, il faut garder à l'esprit que ces outils sont très peu représentatifs des évolutions sociales de l'époque. Enfin bon, bref. Dans la période qui nous intéresse, il y a 3 grosses entités culturelles à comprendre. La première, c'est le moustérien. Le moustérien, on l'attribue plutôt à Néandertal. Donc on le trouve dans toute l'Europe, je parle de toute l'Europe, je parle de l'Espagne jusqu'aux confins d'Europe de l'Est. Donc c'est vraiment large. On le détermine notamment par la production de bifaces, c'est les espèces de gros silex taillés qu'on a un peu tous dans l'imaginaire collectif, et par surtout la production d'éclats levallois, on appelle ça, où en fait c'est les gens qui vont pré-tailler un bloc de silex, et une fois qu'il est à peu près pré-taillé, ils l'ont préparé, ils vont donner un coup sec à un endroit très précis qui d'un coup va débiter l'éclat de silex parfait. C'est vraiment en un coup, paf, c'est une technique, faut la maîtriser, hein. Mais voilà, donc ça caractérise pas mal le moustérien qu'on attribue donc à Néandertal. Traditionnellement, c'est vrai que quand on parle de moustériens, on parle des Néandertaliens. Mais encore une fois, ça traduit sûrement, on le sait d'ailleurs, plusieurs groupes néandertaliens, donc on parle des sociétés moustériennes. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est les Aurignaciens. Les Aurignaciens, c'est la première culture qu'on a réussi à identifier d'Homo sapiens en Europe. C'est ceux qui vont peindre notamment la grotte Chauvet, il y a environ 36 000 ans. Et puis en fait, lui-même, l'Aurignacien, on peut le subdiviser en plusieurs parties. Et nous, ce qui va nous intéresser notamment, c'est les tout prémices de l'Aurignacien au niveau du bassin méditerranéen, au niveau plutôt vallée du Rhône, etc., Italie. C'est le proto-Aurignacien, le tout premier début de l'Aurignacien. Alors, l'Aurignacien, comment est-ce qu'on le distingue du coup du moustérien? Et en fait, les Aurignaciens, on pense que c'est parce qu'ils, pour le coup, ils parcourent de grandes distances, ils bougent beaucoup, ils vont commencer en fait à faire ce qu'on appelle du débitage laminaire. En fait, ils vont commencer à débiter des lames, et de manière un peu d'ailleurs standardisée, totalement d'ailleurs standardisée, qu'ils font à la chaîne, ils en font un bon paquet, et puis ils le gardent avec eux. Et en fait, ces lames de silex, déjà c'est facile à transporter, et ils vont s'en servir au fur et à mesure, à la fois d'outils et de matières premières. Parce que vous pouvez prendre une lame, la casser, puis en faire des petits morceaux, en faire, un perçoir, en faire un grattoir, bref, c'est un genre de couteau suisse, si vous voulez, que vous avez avec vous. Et donc ils vont pas mal utiliser ce genre de technologie. Donc on arrive assez bien à distinguer les moustériens des Aurignaciens. Et entre les deux, on a un gros bordel qui s'appelle les industries de transition. En fait, dans pas mal d'endroits, on va avoir des moments où on a des industries qui viennent du moustérien, mais qui ont l'air d'évoluer en un espèce d'aurignacien.
Dans le sens où on a des éclats levallois, typiques du moustérien, mais à côté, on va quand même avoir des petits trucs un peu laminaires, on va avoir des trucs comme ça qui nous font dire c'est pas tout à fait du moustérien, c'est pas tout à fait de l'aurignacien, ça a l'air d'être un truc de transition. Alors ça, il y en a plein. Nous, en France, on a principalement le châtel-perronien, on appelle ça. Donc ça vient de la grotte de Châtel-Perron. Mais il y a l'ulusien, il y en a plein. Enfin, en Europe de l'Est, il y a énormément de noms. Et c'est toujours la question de savoir, bon, ok, ces industries de transition, est-ce que c'est des Néandertals qui commencent à rencontrer du sapiens et qui se disent, ah ouais, il y a un espèce de choc des cultures et du coup, c'est quelque chose qui évolue au contact d'eux. Ou alors, est-ce que c'est un moment particulier où, de manière plus ou moins conjointe un peu partout, il y a un genre d'évolution comme ça. Ça peut être parce que c'est vrai qu'il y a une amélioration climatique à ce moment-là, donc peut-être que globalement, on bouge plus, on a besoin de choses qui sont plus transportables, ou peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu global, peut-être que c'est les deux. Et puis la grosse question, est-ce que c'est Néandertal ou est-ce que c'est Sapiens déjà, les transitions? Voilà, donc ça en gros c'est le topo. À savoir que quand on parle aussi de moustériens, aurignacien et autres, c'est pas des périodes de temps. C'est pas comme si je disais les 30 Glorieuses. C'est un peu plus comme si je disais l'Empire romain. Ça veut dire qu'on peut avoir de l'aurignacien à telle période, je sais pas moi, vers Marseille, et à la même période, en Bourgogne, on peut avoir du châtel-perronien. C'est pas une période temporelle, c'est des cultures qui du coup s'entremêlent, bougent, il y en a qui se développent, qui vont aller un peu plus vers le nord et tout. Bon, ça c'était le gros pavé pour que tout le monde comprenne. Ok, qu'est-ce que c'est que le moustérien, qu'est-ce que c'est que les industries de transition et qu'est-ce que c'est que l'aurignacien? Parce que en fait, on va parler que de ça presque. Parce que c'est ça le gros enjeu de ce papier. Est-ce que vous voulez rebondir sur ce gros pavé de blabla ou parce que j'ai l'impression d'avoir improvisé une chronique. Non, mais au moins tu tu montres que voilà, s'il y avait des gens qui communiquaient sur le sujet, et même s'il y avait des auditeurs ou des lecteurs qui ont lu ou écouté ces articles, bah oui, il fallait avoir certaines connaissances en tête, j'imagine, pour comprendre. Sachant que même moi, tu vois, j'ai lu, mais de biais, et c'est vrai que je suis pas du tout préhistorien de base, et voilà, j'ai pas retenu plus que ce que je t'ai dit tout à l'heure. Non, mais je pense que cette remise à niveau était parfaite, hein, Julien, honnêtement. Ouais, je crois. Même moi, j'étais là à faire OK, d'accord, très bien. Alors le truc marrant, c'est que, enfin marrant, le truc en fait qui talonne pas mal de préhistoriens, mais pas que préhistoriens, y compris auteurs de livres, auteurs de BD, machin, enfin en fait ce qui fait fantasmer, c'est de se dire, putain, mais à quoi ça ressemblait le contact entre Sapiens et Néandertal? Parce que c'est quand même deux espèces qui se rencontrent, qui n'ont pas du tout les mêmes cultures, qui n'ont peut-être même pas les mêmes manières d'être. Ça, on a aussi tendance à beaucoup humaniser Néandertal. Oh, non, en fait, il y a eu une grosse phase de présenter Néandertal comme étant une espèce de bête, c'est-à-dire totalement en deçà de nous. Aujourd'hui, il y a le truc totalement inverse qui est d'humaniser à mort Néandertal. C'est-à-dire il est totalement notre égal, etc., etc. Mais ce qu'on n'arrive pas à appréhender, et qu'on n'arrivera probablement jamais à appréhender, c'est que c'est une espèce différente de nous. Donc bien évidemment, il n'y a pas du tout un degré une espèce qui est au-dessus d'une autre, etc. Pareil pour les Denisoviens, mais par contre, c'est des espèces qui sont totalement différentes, qui n'ont peut-être pas du tout les mêmes manières de penser les choses, ou de voir les choses, ou etc. Non, ça peut vraiment être d'ailleurs vraiment éloigné, on peut avoir du mal à les comprendre peut-être à l'époque, hein, ou de se mettre à leur place, je veux dire. Quelles sont leurs priorités, quelles sont leurs manières de voir le monde, ou etc. etc. Bah, c'est compliqué. Et donc, le truc qui fait fantasmer, c'est ce premier contact. C'est vraiment presque un truc de SF. C'est de se dire, waouh, comment est-ce que... Et alors ça, on sait que ça a eu lieu. On sait qu'il y a eu des croisements, parce que nos espèces n'étaient pas suffisamment séparées pour être totalement... pour qu'on puisse absolument pas se reproduire. Donc il y a eu quelques croisements. On sait, en fait, avec la génétique, on arrive à remonter à quel moment et où. Donc ça se situe il y a environ 120 000 ans au niveau du Moyen-Orient. Donc ça, c'était avec des Néandertals qui vivaient à peu près dans ce coin-là, qui rencontraient des sapiens qui arrivaient à peu près dans ce coin-là. Donc c'était déjà deux populations qui étaient un peu excentrées par rapport à leur noyau d'origine, en quelque sorte. Et effectivement, il y a eu quelques croisements, ça s'est arrêté là. Ça suffit pour qu'on ait quelques tout petits pourcentages dans les populations européennes d'ADN néandertal. Mais rien de significatif. Simplement, voilà, on sait qu'il y a eu des croisements, on sait qu'il y a eu des histoires d'amour entre les deux espèces, on sait que voilà. Bon, par contre, dans la période qui nous intéresse, c'est-à-dire, j'arrive pas à faire le calcul de tête, mais enfin bon, bref, il y a 40 000 ans, en fait, on n'a aucune trace de contact.
On n'a aucune trace. Alors comment est-ce qu'on pourrait essayer d'approcher un contact par l'archéo ? Ça serait par exemple un site où on a en même temps du sapiens et du néandertal. Ce serait trop cool. Et là, ça serait la preuve parfaite. Genre, ok, d'accord. Là, ils étaient en train, je sais pas moi, ils étaient en train de bouffer de bouffer un renne ensemble, tu vois. Ouais. Et ça, ce serait vraiment le truc cool. Le problème, c'est qu'on l'a jamais trouvé. Mais jamais. À chaque fois, la stratigraphie, elle est très simple. C'est moustérien, industrie de transition, s'il y a, proto-aurignacien ou aurignacien 1, 2, 3, bon bref, aurignacien. Et on n'a jamais l'espèce d'interconnexion où ça pourrait même être un site sur lequel on verrait que, là, on a de moustériens. Après, on a de l'aurignacien. Mais les moustériens reviennent. Ah, il y a encore de l'aurignacien. On aurait une interstratification qui voudrait dire que, d'accord, peut-être qu'il y a une partie de l'année, il y a des moustériens qui viennent, ou peut-être qu'une année, il y a des moustériens qui viennent, mais l'année d'après, il y a des aurignacien. Ça veut bien dire qu'ils vivent globalement en même temps sur le même territoire. Et ben ça non plus. En fait, on n'a jamais. C'est toujours moustérien, d'un coup qui disparaît, et c'est l'aurignacien qui prend le relais. Donc c'est vraiment une espèce de remplacement total des industries. Et du coup, c'est un peu triste, parce que nous, on aimerait bien avoir un peu cette preuve. Logiquement, ils se sont vus, c'est sûr. Logiquement, il y a eu des contacts, mais on n'en a aucune preuve, on ne sait pas du tout comment ça s'est passé. Et puis, ce qu'on constate, en revanche, c'est que partout où Sapiens va, globalement, les autres espèces vont petit à petit disparaître. Alors, la question étant de savoir, est-ce qu'elles avaient déjà commencé à disparaître avant ? Est-ce que ça a été un coup de pouce, voulu ou non d'ailleurs à l'époque, qui a fait que les espèces sont périclitées ? On ne sait pas trop. Le fait est que Néandertal va disparaître en Espagne il y a environ 40 000 ans, 35 000 ans, au niveau du sud de l'Espagne d'ailleurs. Donc c'est vraiment les tout derniers Néandertal, ils vont finir là-bas. Donc c'est toujours cette période de transition qui pose question. Et il y a une industrie de transition qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le néronien. Alors le néronien, c'est très très localisé, puisque en fait on en a trouvé que dans 4 sites, tous situés dans la vallée du Rhône. La grotte de Néron, logique, c'est ce qui a donné son nom à la culture. La grotte du Figuier, en Ardèche, donc les deux sont en Ardèche. La grotte du Moulat, du Maras, et puis du coup la 5e dont je vais vous parler aujourd'hui, la grotte de Mandrin. Alors simplement pour revenir sur les noms des grottes, parce que je trouve ça marrant, la grotte de Néron, elle est simplement appelée comme ça, parce qu'en fait c'est un chien qui s'appelait Néron qui s'est perdu dedans. C'est globalement la même histoire pour la découverte de plein de grottes. Voilà, du coup ça me fait rire qu'un empereur romain s'appelle Néron, donne son nom à un chien, qui lui-même donne son nom à une grotte, qui va donner son nom à une culture avant Néron. Ça me fait rire. J'avoue que c'est assez drôle. Je trouve ça drôle. Et du coup, la grotte de Mandrin, on va de parler aujourd'hui. La grotte de Mandrin, donc c'est lié à un célèbre brigand du 18e, si je dis pas de bêtises, peut-être 17e, je dis sûrement une grosse connerie, qui a été réputé donc pour avoir amassé un grand trésor et qui aurait caché tout ça dans sa grotte, la grotte Mandrin. Bon, le problème, c'est qu'en fait, des grottes Mandrin où les populations locales ont dit que Mandrin venait ici et il lâchait et laissait des sous, en fait, il y en a pléthore. Donc il y en a beaucoup des grottes Mandrin. Bon, celle-là, elle est située donc juste devant l'Ardèche, elle est dans la Drôme, mais juste dans la vallée du Rhône, au niveau du défilé de Donzière, qui est la seule étroiture de la vallée entre Lyon et la Méditerranée, qui surplombe un ancien bras mort en fait. Donc la grotte Mandrin, en fait, elle est étudiée depuis pas mal longtemps, depuis les années 90, et notamment on arrive à voir en fait qu'il y a des fréquentations de Néandertal. Avant l'arrivée de Sapiens, du coup, il y a 42 000 ans. Voilà, donc c'est une grotte qui est intéressante pour ça, parce qu'il y a quand même une bonne conservation des vestiges. Et puis, il y a déjà quelques années, c'était une grotte qui avait fait parler d'elle, parce qu'il y a une doctorante qui s'appelle Ségolène Van de Velde, en fait, qui a un peu révolutionné le site, parce que jusque-là, on voyait quelques fréquentations. Genre, on voyait qu'il y avait des gens qui étaient venus faire un campement et qui avaient allumé un feu. On en voyait quelques-uns, dans le genre, on en voyait 4-5. C'est déjà pas mal pour un site de voir d'arriver à déterminer 4-5 périodes successives où il y a des gens qui rentrent dans la grotte, qui font un feu, qui machin et tout. C'était déjà riche. Mais elle a amené une méthode dont je trouve le nom absolument hilarant. Fuliginochronologie. Je pense que c'est pour ça que ça peut se limiter qu'aux spécialistes, cette méthode, c'est rien que par le nom. En fait. déjà faut s'exciter à dire le nom. En fait, c'est qu'en faisant les fouilles, ils ont remarqué qu'il y avait plein de petits clastes de calcaire qui étaient tombés de la voûte à cause du gel. Des toutes petites plaquettes qui étaient tombées de la voûte et puis qui sont tombées par terre. Et puis petit à petit, ça s'accumule. Et donc, on retrouve ça dans les fouilles. Sachant que la grotte de Mandrin, c'est une grotte aujourd'hui, quand on est devant, c'est pas tout à fait une grotte, hein, c'est un espèce d'abri sous roche, à peine. Parce qu'en fait, la paroi de la grotte a reculé au fur et à mesure du temps avec l'érosion. Et donc, les fouilles avancent bien,
plus du double de ce qu'est l'abri sous roche actuel. Et en fait, donc, elle a remarqué que ces petites classes qui venaient de l'ancienne voûte, en fait, des fois, il y avait des petits films de suie qui s'étaient déposés quand ils ont fait un feu sous la voûte. La fumée est passée en hauteur et il y a quelques suies qui se sont déposées sur la voûte en elle-même et qui ont été scellées derrière par un peu de calcite, un peu de cristal qui coulait avec des petits écoulements quand il fait humide, avec des petits écoulements qui sortent de fissures. Et au fur et à mesure, en fait, mais c'est sur des moins de millimètres, enfin moins d'un millimètre, il y a un petit film de suie qui se dépose, puis après un film de calcite, puis un film de suie, puis un film de calcite. Et en fait, avec ça, on arrive à documenter des installations humaines à une précision de l'ordre de l'année, voire de la saison. Excellent. Ce qui fait que, alors déjà, on a explosé les compteurs de ce qu'on avait déjà identifié en termes de fréquentation. On est passé de, du coup, 4-5 campements à plus d'une douzaine qu'on a réussi à identifier via cette méthode. Et on arrive du coup à avoir cette précision qui nous permet de vraiment caler dans le temps ces différents groupes en disant lui il est venu l'année d'avant. Ah, lui il est arrivé juste après. Et donc déjà commencer à apprécier. D'accord, mais donc Néandertal, il est plus là, d'accord, mais les sapiens, ils arrivent quand ? Ah, ils arrivent un an après, ou voilà. On arrive un peu à identifier ça. Et ce qui est du coup marrant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans cette grotte, on trouve donc une industrie de transition qu'on appelle le néronien, qui avait déjà été identifié dans d'autres grottes, c'est ce que je vous ai dit, qui avait déjà été même pressenti dès 1967 par Jean Combier, qui pensait que c'était un genre de moustérien tardif. On parlait pas encore vraiment d'industrie de transition. Et ce qui est super intéressant en fait à Mandrin, c'est que le néronien est lui-même scellé par du moustérien. Ça veut dire qu'on a là une industrie de transition qui est arrivée avant quelques dernières fréquentations moustériennes. Puis on a une nouvelle industrie de transition qui est commune dans la région qui s'appelle le Châtel-Péronnien. Et enfin, on a le proto-aurignaciens, donc les tout débuts des aurignaciens. Mais déjà, ça a intrigué beaucoup. Parce qu'on s'est dit, là, on a une industrie de transition plus ancienne et qui a l'air quand même assez déconnectée de l'aurignacien, qui est quand même bien avant. Et qui a l'air de s'intercaler avec des fréquentations néandertaliennes, en tout cas avec du moustérien. Donc qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est d'un coup des néandertaliens qui commencent à se dire attends, on va regarder, parce que du coup le néronien il se caractérise par des lamelles, beaucoup on appelle ça du microlithisme, des tout petits en fait, des éclats de silex qui sont taillés en pointe. Donc on pense que c'était sûrement empenné sur des flèches. Ce qui est incroyable, je veux dire, les premières traces qu'on a d'un arc, en même temps c'est très difficile de trouver des traces vraiment robustes d'un arc, mais c'est il y a environ 10 000, 12 000 ans pour les arcs. Donc là, on recule de largement plus loin les dates d'utilisation des arcs. Et donc on aurait cette espèce de petite industrie, de ce petit peuple qu'on appelle le néronien, donc potentiellement néandertal, qui d'un coup aurait commencé à faire des petites flèches, à faire des arcs et faire machin, alors qu'ils sont plus habitués à avoir quand même des arcs, des armes un peu plus robustes, avec des éclats plus robustes. Et puis surtout qui auraient périclité, puisque d'un coup ils disparaissent et le moustérien revient avant de nouvelles industries de transition, du coup Châtel-Péronnien, aurignaciens, etc. Donc voilà, donc en fait ce qui était intéressant c'était ça, c'était ce truc de waouh, on a une industrie de transition avant les dernières fréquentations moustériennes. Et donc il y avait plein d'hypothèses, il y avait plein de théories, etc. Et ce qui est assez incroyable dans l'étude du coup qui est sortie il y a 2 semaines, c'est que dans les niveaux néroniens, ils ont retrouvé, on a retrouvé dans plein en fait de niveaux, on a retrouvé quelques dents humaines. Morphologiquement, c'est possible de distinguer une dent, si elle est en bon état, sapiens de Néandertal. C'est à peu près possible de le distinguer. Là, ils ont aussi fait des études ADN sur les dents et ils ont combiné ça avec des datations, etc., etc. Et ce qui est super intéressant, c'est que dans les niveaux néroniens, ils ont retrouvé une dent de lait de sapiens. Et ça a été incroyable. Ça veut dire que là, on aurait eu un groupe sapiens qui est venu pendant quelques temps, qui a disparu. Alors pourquoi ? Est-ce qu'ils n'ont pas réussi à se maintenir ? Est-ce qu'ils sont repartis ? Est-ce que voilà ? Qui est resté quelques temps avant que des Néandertals reviennent. La fin des Néandertals se poursuit, puis petit à petit, ils vont disparaître, ils vont quitter la vallée, et puis là, c'est des aurignaciens qui vont arriver. D'autant que on arrive du coup à savoir que les néroniens se sont implantés à peine quelques années ou saisons après les groupes moustériens qui sont juste avant eux dans la stratigraphie. Ça veut dire qu'on a vraiment on aurait des sapiens, donc les néroniens, qui seraient arrivés à peine quelques années ou saisons après les derniers groupes moustériens qui seraient arrivés dans cette grotte,
qui auraient fait encore une fois, voilà, fait leur petite vie, qui auraient disparu, de nouveaux moustériens arrivent, continuent à vivre dans le site, etc., etc. Là, on est quand même très proche de quelque chose qui pourrait se rapprocher, voilà, d'un contact. Dingue. Ce qui est déjà en soi exceptionnel. Et en plus, bah, ils ont eu la bonne idée du coup de faire des datations. Et cette dent de lait, ils l'ont datée à 54 000. Et donc 54 000, je vous l'ai dit, donc Sapiens, les plus vieux vestiges qu'on a en fait, c'est 42 000 en Europe. Ça veut dire qu'on repousse de 10 000 ans l'arrivée de Sapiens en Europe. C'est ça en fait qui est exceptionnel. Faut s'imaginer encore une fois l'échelle. On descend 2 barreaux, on regarde, et il y en a encore 8 en fait à descendre. C'est ça en fait qu'on rajoute dans l'histoire de Sapiens en Europe. C'est exceptionnel. Mais faut quand même le nuancer. Parce qu'on est quand même sur un élément qui est transportable. Ça veut dire qu'on peut très bien l'avoir ramené d'autre part. De deux, on est sur un élément qui est minuscule. C'est un morceau de dent de lait. C'est tout petit. Ça veut dire que ça peut en fait se balader dans le sol. Et notamment que ça a pu se retrouver dans une strate, dans une couche plus ancienne. Ça, c'est quand même à vérifier. Ah, parce que c'est pas la. Alors, je me permets de te couper. Oui, La vas-y. datation n'est pas directe sur la dent, c'est une datation indirecte sur le sol. Non, c'est une datation sur la dent. Là-dedans, tu peux pas dater tout ça. Mais Et du le coup, problème, si c'est la datation qu'on directe sait... sur la dent, ça veut dire que le Ouais. moment où elle arrête, elle est datée au carbone 14. Ouais, et en fait, il y a les deux. Il y a aussi un complément, du coup, avec, Ok, t'as un complément supplémentaire, du coup. avec des datations sur le chauffage, La thermoluminescence. la thermoluminescence. La thermoluminescence, ok, yes. Voilà, il y a aussi des datations en thermoluminescence, de ce que j'ai vu, qui complètent le tout. Et donc, le tout se complète plutôt bien, du coup, pour cette date de 54 000, mais il faut nuancer. La dent en elle-même a pu migrer dans les sols, la dent en elle-même a pu être transportée, au-delà, même sur le terrain ou elle-même. Il y a quelques trucs qui viennent comme ça. Et encore une fois, ça reste, surtout, c'est un seul indice, basé sur une dent de lait retrouvée là. Ouais. C'est compliqué de baser tout un argumentaire sur un truc aussi ténu. Bien sûr. Ouais, Donc, c'est un super point en avant. Ça offre des nouvelles perspectives, mais ça reste à nuancer. Donc voilà. il faut rester En gros, prudent. Ce que ça implique, Ok. cette petite découverte, c'est que juste, du coup, Sapiens serait venu 10 000 ans avant ce qu'on pensait, au sein d'un petit groupe qui est chassé sûrement à l'arc, qui s'est implanté dans cette vallée du Rhône, au milieu de groupes de sociétés moustériennes, qui a vécu un temps. Mais, alors, et juste, moi, qui a disparu. j'ajouterais juste une petite nuance au niveau des microlithes, parce que il me semble que, enfin, tu fais le lien entre arc et microlithes, Ouais, mais justement, tu peux les utiliser pour des Ouais, outils. c'est pas, oui, c'est pas pour- systématique, ouais. Ouais, ça. Oui, parce c'est que pas systématique. Tu peux justement, ouais, l'utiliser pour ça. des outils de récolte, des choses comme ça. Enfin, il me semble que t'as pas des masses de preuves archéologiques d'utilisation d'arc aussi anciennes. J'aurais trouvé ça ouf, tu vois, d'imaginer des mecs sapiens avec un arc, déjà que c'est assez rare, en train de côtoyer des néandertals. Là, je commençais à me créer un truc de SF dans ma tête, ça faisait un peu SF préhistorique, tu vois, en plus, donc le truc un peu En fait, il y a même pour des gens certains normaux, c'est doutes, normal, tu vois. il y a même certains doutes pour l'orignacien, pour de l'arc. Après, le problème, c'est qu'on peut pas vraiment prouver l'archerie. Parce que si tu retrouves une pointe, même une pointe de silex taillé, même pour de l'archerie, c'est difficile de dire que ça servait vraiment à emmancher une flèche qui était propulsée par un arc. Ouais. En fait, c'est super chaud. Là, ils ont regardé du coup l'industrie microlithique du néronien, et de ce qu'ils ont regardé, les plus petites, il y en a quand même une sacrée quantité, les plus petites pointes qu'ils ont retrouvées ne peuvent pas s'utiliser autrement qu'emmanchées. Elles sont très probablement emmanchées, d'autant plus que les traces d'usure vont plutôt dans le sens de quelque chose qui s'éclate un peu vite sur un support. Donc Bien qui sûr. est vraiment propulsé. De là, ils font le pont de dire ça peut être de l'arc. Je trouve par contre, c'est vrai, en lisant les articles, parce que moi aussi j'ai tiqué quand j'ai vu ça, je trouve qu'ils font un peu vite le pont entre ça peut être de l'arc et ah, c'était des sacrés archers quand même. Ouais. Bon, je trouve que il y a quand même un petit gap, mais c'est quand même, voilà, pour être tout à fait honnête, il n'y a pas non plus d'argument qui pourrait dire que ça peut pas être de l'arc, en fait. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on peut aussi avoir cette tendance de dire ouais, mais c'est trop tôt, c'est pas possible. Hein, parce que si Roger il l'a inventé il y a 12 000 ans, ça peut pas. Enfin, tu vois, c'est trop tôt. Ils peuvent Oui, bien pas. sûr. Tu sais, limite, le mec il a commencé à sortir un arc, toi t'arrives derrière, tu lui tapes sur l'épaule, tu fais trop tôt. Non. Bien trop tôt. Largement trop tôt. Non. Oui, parce que tu peux pas te. Reprends cette lance. Tu peux pas te permettre sous prétexte que c'était là après, de dire que c'était pas là avant. Enfin, moi, l'exemple que je dis souvent aux gens, c'est dans l'univers Stone où t'as de la terre cuite, alors que normalement, c'est une invention plutôt néolithique, mais on Ça, je trouve ça incroyable. Ils sont un peu partout, c'est assez dingue, quoi. Ouais, je trouve ça incroyable. Et du coup, voilà, il y a peut-être, du coup, des Néroniens qui sont peut-être archers, mais on a des doutes similaires pour quelques sociétés aurignatiennes.
Donc faut le savoir, on a des doutes en fait sur... En fait voilà, c'est toujours ça qui est difficile, c'est que on est sur des sociétés, là du coup l'Aurignacien, ça couvre une surface tellement grande, un temps tellement grand, et donc tellement de groupes différents, qu'au final t'as forcément des endroits où ça a été peut-être le cas pendant quelques générations, puis après ça s'est oublié, à d'autres endroits en même temps bah c'était pas le cas, etc. etc. Donc... Et voilà, l'hypothèse est ouverte puisqu'il n'y a aucun moyen de la discriminer totalement. En tout cas, C'est oui, qui- du coup, j'ai malgré moi fait exactement le parallèle que je reprochais avec aussi peu de conditionnel que ce que je leur reprochais. Mais c'est ça qui est dingue, je trouve, avec la préhistoire et surtout dans des périodes aussi anciennes, c'est que je pense que de notre vivant, en fait, on n'aura aucune réponse définitive de Oui. savoir comment exactement C'est vivaient ces sociétés-là. Et Ouais. je pense que même nos enfants, nos petits-enfants, enfin, c'est de l'ordre des générations vraiment futures où on aura, à mon avis, des connaissances plus fines, en tout cas, de ces sociétés-là. Et du C'est coup, clair, c'est ça c'est aussi qui est dingue d'ailleurs, c'est que puisqu'on sait rien, putain, la moindre truc qu'on trouve, c'est ouah, putain, Ouais. attends, ça remet quand même vachement de choses en perspective. C'est incroyable. En fait, ouais, d'accord. Donc ça marche plus. Ça marche plus. Ah, par contre, il y a peut-être ça. Ah ouais, ok. Donc ça amène une nouvelle perspective. En fait, on peut peut-être plus les imaginer comme ça. C'est ça que je trouve chouette, c'est que on n'arrivera jamais à avoir vraiment la photo, et qu'on arrive de plus en plus à avoir une espèce d'image un peu floutée, dégueulasse. C'est clair. Tu vois? Ouais, très pixelisé, quoi. Voilà, et de plus en plus, on arrive à voir, ah putain, il y a une zone avec des arbres là-bas. Tu vois? Ou ah, mais on dirait une balançoire. Tu vois? Où t'es vraiment, ok, Ouais. on sait pas. Mais par contre, t'arrives à approcher en disant, ouais, bah ça peut pas être ça, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça, du coup, donc ça peut être par contre ça, ça ou ça. Ah, d'accord, donc du coup, ça veut dire qu'ils sont différents de ce qu'on pensait avant quand même. Ok, on avance. Et ça, je trouve ça trop cool parce que des découvertes comme ça, t'en as quand même une fois tous les 2 ans, quoi. Enfin, des gros papiers d'archéo qui font du bruit au niveau préhistoire, t'en as un tous les 2 ans, quoi. C'est Si vrai. ce n'est plus. Et, C'est vrai. je trouve ça assez incroyable. Le dernier, c'était sur des peintures rupestres néandertales, je crois, et Oui, c'était il me semble que c'était en 2019. gros Ouais, articles. ouais, qui fait encore beaucoup débat. Oui. Mais ouais. C'est vrai que en plus, c'est des trucs assez petits et assez. Ouais, Je ce crois qui que ce qui était c'est avancé contre. difforme, il me semble. Enfin, c'est Ouais. des espèces d'étalage d'ocre sur des parois, je crois, sans forcément, en tout cas de notre point de vue de Sapiens, ni queue ni tête, quoi. Ouais, De ce ouais, que c'est j'avais ça. pu lire. Ah, Oui. si, il y a quelques dessins. Il y a quelques Ah, il y a dessins quelques vraiment dessins, même? construits. Ouais, où il y a des D'accord. animaux dessinés dans un espèce de quadrillage. Enfin, c'est un quadrillage genre linéaire. T'as 3 cases verticales et t'as sur la plus haute, t'as je crois que c'est un cheval qui est dessiné. Dans la deuxième, c'est un symbole et dans la troisième, je sais plus. Mais t'as des trucs comme ça et en fait, ça a été recouvert d'un petit film très fin de calcite. C'est ça qu'ils ont daté. Et ce qu'on leur a reproché, c'est de potentiellement pas savoir ce qui datait. Dans le sens où c'est tellement fin comme film de calcite que tu peux. En fait, ça peut s'éroder. La condensation, les eaux de ruissellement, etc., etc. En fait, tu peux avoir au niveau de la matrice de la calcite même des micro-dissolutions qui elles-mêmes, du coup, après, vont être comblées par des phénomènes de micro-cristallisation à l'intérieur même de ton film de calcite. Ok. Et ça, en fait, bah, tu le brouilles quand tu es sur une épaisseur qui est suffisamment homogène, en fait. Enfin, Ouais, bien tu sûr. vois, enfin, tu arriveras à choper le bon truc. Là, tu raisonnes sur du tellement fin que tu es vraiment, du coup, exposé à ce genre de recristallisation. Ce qui fait que quand tu regardes leurs résultats, tu vois que leurs résultats changent du tout au tout à quelques centimètres de différence. Ah, ok, intéressant. Et c'est ça qui leur a été beaucoup reproché, c'est de dire ouais, vos dates sont bonnes, mais vous savez pas ce que vous datez. Mm. Et dans les faits un peu spectacle, ils ont quand même pris les plus vieilles. Et c'est discutable parce que du coup, c'est vrai que le côté artistique qui peut être suivi, qui permet de faire des vrais parallèles entre grottes, de pouvoir dire ouais bon ça c'est sûrement plutôt telle période, qui a ses limites. La meilleure preuve de ça c'est quand même Chauvet qui était censé par ça être contemporaine de Lascaux et qu'en fait est juste 2 fois plus vieille. Ouais. Mais mine de rien, c'est bon, ça reste quand même des méthodes qui valent ce qu'elles valent. Et là, pour le coup, pour les datations néandertales, ça s'appuie que sur les datations. Il n'y a aucune autre méthode qui permette d'avancer ces résultats. Ça, c'est toujours difficile d'avancer un truc aussi extraordinaire à partir d'une seule méthode. Et après, C'est là, compliqué. le papier, il a été tourné dans Ouais, ce sens. Vraiment les articles de presse et l'emballement un peu médiatique autour qui a eu cet effet d'annonce un peu avec cette. Ils ont un peu joué le jeu de quand même. Mais médiatisation. après, ils ont quand même du coup fait un article de réponse aux critiques qui leur avaient été faits, où ils justifiaient et tout. C'est pas des branques, hein, les gars, vraiment pas. Hein. Ils savent ce qu'ils font, vraiment. Ouais, Hein. c'est pas tout à Mais voilà, c'est toujours un peu soumis à discussion et à
à crispation dans le domaine scientifique, jusqu'à ce qu'on découvre autre part quelque chose qui corrèle. Enfin, tu vois, c'est toujours la même chose en fait. Ouais. C'est que quand il y a un gars qui montre un truc incroyable quelque part, seulement avec sa petite méthode et tout, ouais, on va peut-être pas tout chambouler quand même pour ça. C'est intéressant, ça nous montre un endroit où creuser. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ok, bon bah ça c'est intéressant, faut qu'on arrive à savoir le vrai du faux quoi. Mais oui, c'est pas encore acté en tout cas que Néandertal peint. En tout cas pas des œuvres pariétales en grotte, on n'en a pas de certaines de Néandertal, c'est pas si acté que ça. Mais en même temps, moi ça me paraîtrait pas étonnant. Et il y a du coup, c'est ce que je vous disais aussi, il y a ce côté dans la recherche de personnes qui veulent tellement aussi humaniser Néandertal parce que c'est dans l'air du temps que du coup, mais j'en fais partie aussi dans à une certaine mesure. C'est que moi, je trouverais ça bizarre que Néandertal ne puisse pas peindre. Oui. Tu vois, mais pourquoi est-ce qu'il pourrait pas peindre au final? Enfin, pas... Après, il y a aussi la question de pourquoi est-ce qu'il le ferait. Mais il a dit toi même au début, on n'est pas la même espèce, donc il a peut-être pas la même Exactement. appréhension de ce qui est de l'art par rapport à lui, quoi, en fait. C'est ça, donc ça c'est limite de ouf comme raisonnement. Mais en même temps, tu peux pas t'empêcher de dire, ouais, mais d'accord, pourquoi nous on ferait de l'art et pas les autres? Enfin, d'accord, mais on n'est pas si différents que ça. Et en même temps, il y a un peu un côté genre réhabilitation de Néandertal, de dire ouais non mais putain incroyable, en fait il peignait aussi quoi. On est vraiment genre les cousins, genre on arrive, on se check et on joue aux cartes. Et on bouffe du renne au coin du feu. Bah ouais, et il y a un côté très cool à ça. Tu vois, il y a un côté dans le jeu de rôle Wurm de Emmanuel Roudier, il y a vraiment ce côté-là voilà, Néandertal peint, il y a aucun souci avec ça, on est totalement sur le même pied d'égalité. Presque Seigneur des Anneaux comme tu disais au début, vraiment. C'est-à-dire qu'un monde avec plein d'espèces différentes mais qui se connaissent quoi. C'est ça, les nains, ils font aussi parce que les Néandertals, c'est presque les nains de Tolkien. Hein, c'est des. Je tire le trait qui est horrible. Je pense que si des archéos m'écoutent, ils sont en train de se dire mais là, toute ta crédibilité vient de. Exactement. Non mais si on veut vraiment se la jouer vulgarisateur à la con, si vraiment on veut tirer le parallèle avec Tolkien, en fait les Néandertals sont plus trapus que nous. Ils font environ 1m60. Ils sont beaucoup plus costauds. Ils peuvent largement encaisser des chocs que nous on peut pas encaisser. Et en fait, ils sont faits pour le froid. C'est comme les mammouths laineux sont les plus petits des mammouths. Et ils sont étudiés pour résister au froid. Néandertal résiste beaucoup mieux au froid que nous. Voilà, ils sont faits pour ça, vraiment quoi. Donc on n'est pas tout à fait pareil morphologiquement. Et donc ils sont plus petits que nous en règle générale. Les Denisoviens, on sait pas trop parce qu'en fait les Denisoviens, on a une phalange. Donc c'est pas ouf. Pour reconstituer la tronche du gars. On crée une espèce à partir d'une phalange. Non, moi je trouve ça dingue. Ça, c'est vraiment, tu te dis, il suffisait que le mec il range mal la phalange et tu passais à côté d'une espèce. Alors après, si je me permets, je crois que pour Denisova, on a plus qu'une phalange. Maintenant, on a trouvé un hybride Néandertal Denisova 50 on a aussi trouvé ça sur le même site, je crois, il me semble. Ouais, totalement. Mais c'est toujours par l'ADN. Oui, on n'a pas tout à fait la morphologie quoi, de l'origine, l'original Denisovien quoi. Ouais, ça pareil, ça date d'il y a un an cet article, tu vois. Ouais, c'est ça, c'était une découverte de ouf. C'était une découverte de dingue aussi, ça, genre, je m'en souviens. Parce qu'on n'avait jamais trouvé d'hybride entre les deux. Et ce serait ouf de trouver un hybride Sapiens Néandertal aussi un jour, hein, peut-être. Putain, ça c'est typiquement le genre d'ossement qui, genre, il a un nom à la Lucie, tu vois. C'est clair. Et merci du coup, Jules, pour ta chronique presque au final. Hein, finalement, on parlait de discussion, mais on a plutôt discuté sur la fin. Au final, c'est une super chronique sur le premier contact. Peut-être qu'on l'appellera comme ça parce que je trouve ça classe comme nom de chronique. Et ça fait très vendeur, ça fait très marketeux. Et à propos de choses qui sont liées au marketing. T'arrives dis-le. Hey, Med. Hey, Med. Patron, le Made in Japan. Salam et bienvenue dans mon humble et misérable caverne. Noble vizir, voulez-vous vous asseoir? Nous serons plus à l'aise pour parler. Voilà. Je vous écoute. J'ai besoin d'un génie. Ah, vous voulez dire un djinn? Voilà. Vous voulez boire quelque chose? Non merci, je veux juste un djinn. Un djinn qui obéisse au doigt et à l'œil. Un djinn tonique. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va parler de gin. Voilà, et pas la boisson du coup. Est-ce que vous avez reconnu l'extrait que je viens de passer? Pas du tout. C'est Is No Good, le film avec Michael Young. Et j'ai terriblement honte. Mais en même temps, c'est tellement drôle d'avoir pu caser ça à un moment donné dans un enregistrement.
ce film qui est une purge infâme, hein, bien évidemment, mais qui est un film français où on parle de djinn à l'intérieur. Et du coup, comme à chaque fois, je mets toujours un peu des extraits de films avant. Je voulais mettre d'abord Aladdin, mais Aladdin, on ne dit pas djinn, on dit génie. Et vous allez voir que c'est pas réellement la même chose. Parce que oui, aujourd'hui, on va parler de djinn. Alors, vous deux, vous le savez pas, mais la semaine dernière, dans la temporalité des auditeurs, bien évidemment, j'ai parlé de ghouls de manière très très rapide et très succincte. Et en fait, ça m'a frustré et ça m'a donné envie de parler d'autres créatures issues du folklore oriental, à savoir donc les djinns qui prennent une très très grosse ampleur. Du coup, ce que je vous propose, déjà, pour un peu d'interactivité, c'est quoi pour vous un djinn? À part un pantalon, bien sûr. D'ailleurs, tu sais d'où ça vient le mot djinn, enfin l'étymologie de djinn? Oui, il me semble que ça vient de. C'est un truc français, je crois. Attends, putain, on m'avait appris ça il y a pas longtemps. Merde. Enfin, moi, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais ce que j'avais lu, c'est que ça vient de Gênes, la ville de Oui, Gênes. c'est ça vient de la ville de Ah, en Gênes. vrai? C'est pas français, c'est italien, Ouais. ouais, c'est ça. En fait, C'est à juste l'époque, ils disent Jane et pas Gênes. Ah putain, C'est le ok. bleu de Gênes, en fait. marin en fait qui portait ça parce que c'était un peu imperméable comme Ouais. truc. C'est Ok. assez fou, ça, comme anecdote aussi. Tout à fait. Du coup, un djinn pour moi, c'est une sorte Ouais. d'esprit dans la mythologie arabe. Ouais, ok. Et pour toi, Jules? Bah ouais, je voyais ça tout à fait pareil. Pas forcément un esprit cool. Moi, je le voyais un peu comme un esprit genre ouais, la C'est vrai que boulette quoi, genre mauvais jour, Ouais. enfin ouais, Genre pas cool, quoi. ouais, recouche-toi, demain sera un jour meilleur quoi. Vous êtes pas loin du compte. D'ailleurs, je précise que je viens d'avoir ça en tête, mais il existe il y a un film français qui est sorti, je crois, il y a quelques années, qui s'appelle juste Djinn et qui parle de soldats français pendant la guerre d'Algérie qui débarquent dans un village et qui dérangent des djinns et qui se font poutrer la gueule. Parce que vous allez voir que les djinns, ils sont pas là pour enfiler des perles. Les djinns, ce sont des créatures qui sont issues du folklore dit pré-islamique, à savoir donc avant l'arrivée de l'islam. Il est en réalité très difficile de savoir le point de départ de ce mythe, car suite à l'arrivée justement de l'islam sur l'ensemble du pourtour méditerranéen et de l'Asie mineure, il va y avoir une homogénéisation de ces créatures, notamment au travers du Coran. Mais du coup, qu'est-ce que c'est au juste un djinn? Et là, c'est justement toute la difficulté de la chose, car vous allez voir que même si les créatures sont très sourcées grâce à l'islam et au Coran, il reste difficile de faire un portrait exhaustif du djinn. Du coup, moi je vous propose de reprendre la base. Le mot djinn vient de l'arabe littéraire jama, qui signifie caché. Il se trouve d'ailleurs que, comme par hasard, c'est le même mot en berbère. Alors, qui a influencé qui? Est-ce que le djinn serait berbère à l'origine? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, je ne vais pas divulgacher la suite de cette chronique. D'ailleurs, tiens, tant qu'à parler d'étymologie, autant parler du génie. Pourquoi avoir une traduction comme celle-ci en Europe? Parce que oui, le djinn, il est pas très bien connu en Europe, il a surtout été transformé en un génie, le fameux génie d'Aladin. Et ben justement, ça tombe bien parce que les premiers textes traduits sont ceux des contes des 1001 nuits, qui sont en perse et qui vont populariser les mythes et légendes orientales dans l'Europe du 18e et 19e siècle. Les traducteurs vont alors choisir de ne pas traduire le mot littéralement, mais de lui donner un équivalent récupéré dans des mythes européens. Le mot génie vient de genius en latin et de génos en grec, qui signifie générer ou former. Le mot génie correspond ainsi à une divinité tutélaire romaine qui porte quelques similitudes, comme nous allons pouvoir le voir, avec les djinns. Il est possible que les traducteurs aient en réalité souhaité faire un parallèle entre la notion de génie, individu exceptionnel, et le mot djan en arabe qui signifie esprit individuel de l'être, en gros quelqu'un de très intelligent. Notez bien que les pouvoirs les plus connus du djinn est celui d'exaucer les vœux et donc de générer ou de former des choses. Génos en grec, générer, former. Voilà donc pour l'étymologie, comme je le disais, vous allez vous rendre compte que on va apprendre encore plus de choses derrière. Dans le folklore pré-islamique, on retrouve les djinns comme étant des créatures liées au monde des esprits ou au monde de l'invisible. Ils sont capables de prendre plusieurs apparences, le plus souvent de serpents, ou alors même carrément d'hommes, voire même le plus souvent de femmes. Ils seraient ainsi capables carrément même de posséder les humains. Si vous voulez trouver un djinn, rien de plus simple. Ils sont partout autour de vous car leur monde est en réalité parallèle au nôtre. Mais vous aurez toutefois plus de chances d'en croiser dans le désert, ou alors dans des points d'eau, ou alors dans des forêts. Bref, dans des endroits où il n'y a pas forcément des humains. C'est ça qui est intéressant dans les djinns, c'est que, à l'instar des créatures du petit peuple en Europe, ou alors même encore des yokai au Japon, ce sont une fois de plus des esprits qui sont liés à des lieux naturels où il n'y a pas vraiment d'humains.
En fait, c'est rigolo parce que plus je fais des chroniques sur le folklore de manière générale, quelles que soient les civilisations, je me rends compte qu'à chaque fois, il y a cette tendance à foutre des esprits un peu chelous, ni gentils ni mauvais comme on le verra, dans des lieux liés à la nature. Finalement, au final, à chaque fois, chaque civilisation fait la même chose, c'est juste une adoration de la nature, mais on lui donne des noms différents en fonction de sa propre civilisation. Puis, si on fait un parallèle avec ce qui se passe en Europe pour le petit peuple, normalement, il y a toujours un événement qui a lieu, qui change radicalement la perception que les humains ont de leur propre folklore. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Un événement qui a lieu, qui change... Ouais, et tout d'un coup, pouf, il y a des lutins partout, tout d'un coup, bam, il se passe quelque chose et on dit bah, les lutins, caca. Ah, le christianisme. Tout à fait, ouais, exactement. À chaque fois, en gros, vous avez le christianisme qui arrive avec ses gros sabots, qui écrase tout ça en disant bah, c'est des démons. Puis ensuite, au 19e siècle, il y a un mec qui est là, qui récupère le folklore, qui écrit des bouquins, c'est acté. Puis ensuite, Tolkien arrive, récupère le truc et fait le Seigneur des Anneaux. Ça se passe toujours comme ça. Je vous renvoie à toutes mes chroniques. Mais là, il va se passer quelque chose de différent. Parce qu'en fait, l'islam va avoir une réaction peut-être un peu plus, on va dire, smart que la religion catholique. Parce qu'au lieu de rejeter en bloc les traditions païennes pour en faire des démons et autres créatures des ténèbres, les écrits musulmans vont en fait absorber et les intégrer à leur propre mythologie. Aussi, les djinns deviennent donc des personnages à part entière dans le Coran, en étant ainsi cités plusieurs fois. Ce qui signifie que ma source en réalité pour cette chronique sera majoritairement le Coran lui-même. Donc, Grosse classe. ouais, c'est assez stylé je trouve. Donc dans l'islam, les djinns ont en réalité été créés par Dieu et placés sur Terre bien avant l'arrivée des hommes. Ils ont été créés à partir de fumée sans feu, dans le but de servir bien évidemment Dieu lui-même. Toutefois, à l'instar des humains, ils ne sont pas des servants de base. Ils doivent donc apprendre à reconnaître et à servir Dieu. De fait, comme les humains, ils peuvent être classés en deux catégories, les bons et les mauvais, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. La sourate 72 évoque notamment la conversion de certains djinns par Mohammed. Comme les humains, je ne vous cite pas la sourate parce qu'elle est longue et honnêtement elle est vraiment même carrément très très chiante, mais vous pouvez aller la voir de votre côté. Comme les humains, les djinns fonctionnent en tribus, en royaumes, en famille. Ils peuvent avoir des religions, des relations sexuelles et donc même carrément des enfants. Je vais par contre vous citer la sourate 51, verset 56. J'ai, dans le contexte en l'occurrence c'est Dieu, créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Ici on voit bien que les djinns et les hommes sont vraiment sur un pied d'égalité, ils sont là dans un seul but, servir Dieu. Mais alors où sont donc les djinns ? Bonne question. Les djinns ont fait leur temps. Dieu décide de se débarrasser d'eux pour y installer sa nouvelle création, les humains. Et quand Dieu il décide de changer les choses, il fait pas les choses à moitié. Il envoie carrément sur Terre une armée d'anges avec à leur tête l'archange Iblis pour les déplacer de notre plan à un autre plan. Alors, est-ce que vous savez qui est Iblis ? Pas du tout. Alors Iblis, vous le connaissez sous un autre nom, c'est quelqu'un de très 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 lumineux si je puis dire. C'est le bon vieux Lucifer, mais en version arabe. Et Je ouais. me disais que c'était un nom, ça me faisait un peu penser au nom du démon dans l'Exorciste. Je me disais c'est un nom qui pue. Ouais, Bah. c'est un nom qui pue. Iblis, c'est un putain d'ange déchu qui du coup deviendra par la suite. Là pour le moment, il n'est pas encore déchu. On va voir ce qu'il va le faire déchoir, justement. En fait, Iblis va donc déplacer les djinns dans un autre plan pour y mettre les humains. De cette action va sortir une forme de haine que les djinns non convertis ont envers les humains. Honnêtement, on peut les comprendre. Il arrive en effet parfois que dans certaines versions, Iblis soit en réalité un djinn à la base. Un djinn tellement aimant Dieu qu'il a été élevé comme un ange finalement. Et en fait, face à cette action qu'on lui demande de faire, lorsqu'il revient devant Dieu, il refuse de s'agenouiller devant lui. Et du coup, ça plaît pas à Dieu, et en fait il va renvoyer Iblis sur Terre, et c'est là qu'il va donc devenir Shaitan, Satan. Voilà un petit peu pour l'introduction des djinns dans le Coran. Vachement plus classe, Shaitan. Ouais, Shaitan, en fait Shaitan, Satan, Iblis, Lucifer. Le souci c'est que même en cosmogonie, en mythologie chrétienne, souvent on pense que les deux sont les mêmes, mais en réalité Satan n'est pas Lucifer, tout comme Iblis, c'est pas certain qu'il soit Shaitan. Parce que Satan c'est un démon qui descend très clairement des démons assyriens, là où Lucifer descend lui de Dieu plutôt latin lié à la lumière, et ils ont même pas la même fonction, c'est-à-dire que Lucifer est un ange déchu, et un ange déchu, si vous lisez pas mal de mythologie chrétienne, c'est très très différent en réalité d'un démon, c'est pas vraiment les mêmes fonctions. Mais là je fais ça de mémoire, je vous avoue j'ai pas les choses, mais ça pourrait être intéressant d'étudier un peu la mythologie chrétienne dans le futur, qui est en réalité un terreau extrêmement fertile pour des trucs hyper stylés tout le temps, et c'est d'ailleurs dommage qu'on ne considère pas ça comme de la mythologie alors que très clairement ça en est, mais ça c'est une autre histoire. Du coup, c'est quoi un djinn dans la mythologie musulmane ? Comme dans le folklore pré-islamique, les djinns sont des créatures habitant des points naturels, eau, déserts, forêts.
Ils sont capables de se métamorphoser et il est possible de les repérer à cause de leur comportement étrange qui change de l'ordinaire. Donc en gros, si vous vous baladez au bord d'un lac, par exemple le lac du Bourget, toi, Jules, Par exemple. et que vous croisez un mec un peu chelou, ou pire, une femme un peu chelou, Ouf. ouais, là, déjà, ça commence à être tendu. S'il est tard, en plus, c'est un peu tendu. Si, quand je dis chelou, genre, elle parle une langue bizarre que vous connaissez pas, ou alors elle fait des danses un peu étranges, Ah, je sais, ça veut dire qu'on est bien au lac du Bourget, justement. ça veut dire que, d'une part, vous êtes au lac du Bourget, c'est chouette, mais surtout que c'est potentiellement un djinn des eaux. Donc là, généralement, faut se barrer, hein, voilà, tout simplement, avant que le djinn ne vous fasse des choses dégueulasses. On essaiera de décrire tout à l'heure, souvent à base de possession. Ah yes. Un moyen de repérer les djinns, c'est que souvent, des fois, ils se trompent dans leur métamorphose et ils gardent des bouts d'autres animaux. Donc, s'il se trouve que cette femme a des sabots de bouc, ou alors une queue, ou alors des oreilles bizarres, potentiellement que la métamorphose n'est pas entièrement complète. Voilà. Ok. Je vous renvoie à ma chronique sur les ghouls pour les auditeurs, où les ghouls aussi parfois se plantent en métamorphose. Alors, là, on parle des djinns comme étant des créatures pas sympas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'islam, ils sont aussi considérés comme étant les muses des awagis, à savoir des poètes. Donc, du coup, les djinns inspirent finalement les artistes aussi, d'une certaine manière. En même temps, je veux dire, qui d'autre qu'un artiste se balade au bord d'un lac à minuit, comme ça, avec les cheveux au vent, je ne sais pas. Les djinns, ce sont des esprits du quotidien. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la mythologie islamique, il en existe vraiment pour tout. Dès que vous avez un problème, c'est la faute d'un djinn. Moi, par exemple, ce matin, je me suis retrouvé à 7h30 du matin, pile au moment où je suis rentré dans un rond-point. Bah, c'est sûrement la faute d'un djinn. Mais ça va même plus loin que ça. Votre enfant est malade, c'est un djinn. Votre enfant a une maladie mentale incurable, c'est un djinn. Vous avez des problèmes d'érection, c'est un djinn. Vous avez perdu vos clés de voiture, c'est un djinn. Tantôt farceurs, facétieux, voire même carrément malveillants, les djinns sont en réalité partout autour de nous, comme l'étaient justement autrefois les créatures du petit peuple responsables de nos maux dans le folklore européen. Sauf que là, c'est assez amusant parce que comme ils ont été intégrés au Coran et à l'islam, les djinns gardent toujours une importance dans le quotidien des croyants. Alors, pour ce qui va suivre, il a fallu que je fasse un choix. Parce que des djinns, comme je vous l'ai dit, il y en a sur tous les endroits où l'islam a été à un moment donné ou à un autre, et ça fait quand même pas mal d'endroits. Du coup, j'ai décidé de me concentrer plus sur le Maghreb et sur leurs croyances, parce qu'en fait, c'est là où j'ai le plus de sources. Comme on l'a vu au début, il y a peut-être une forte probabilité pour que le djinn soit plutôt originaire de contrées berbères, mais on verra ça, on accentuera ça un peu plus tard. Donc, au Maghreb, les djinns ont une telle importance qu'on ne peut même pas les nommer sans provoquer leur courroux. Ils sont souvent appelés les habitants du lieu, ou encore ceux dont on ne doit pas prononcer le nom, un peu comme Voldemort. Il existe même carrément des moyens de lutter contre les djinns. C'est le cas au Maroc, où il existe carrément des sociétés mystico-religieuses en lien avec le monde occulte qui vont gérer vos problèmes de djinns via de la musique. Oh. C'est assez hypnotisant. Ouais, grave. Vendredi c'est super soir, agréable. on est un peu fatigué. Moi, je trouve ça c'est vachement apaisant. Ouais. Honnêtement, ouais, moi j'ai écouté ça juste avant de commencer la chronique et j'étais en transe totale musicale en fait. Je trouve que ça te fait, ça fait partir en fait. Parce que c'est Ouais, une musique totalement. qui est très répétitive, Ouais. avec des rythmiques qui sont emballantes et des chants qui se répètent constamment. Et je sais pas, il y a quelque chose qui ressort de ça. Et vous allez voir justement que c'est tout le but en fait de ces musiques. Là, vous venez d'entendre la société mystico-religieuse qui est appelée les Gnawa. En écriture européenne latine, c'est Gnawa. C'est une confrérie qui s'articule autour de la tradition musicale très ancienne. Ils pratiquent notamment une transe musicale.
C'est même, alors vous avez plein d'articles dessus, c'est assez ouf. Et ils sont entrés au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc c'est un truc qui est vraiment très 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 important au Maroc. C'est honnêtement un style de musique qui demanderait une chronique à part entière parce qu'il y a des tas de choses à dire dessus. Donc moi ce que je vous propose plutôt c'est de remettre play. الله يا مولانا بسم الله يا الأولى في كلامي بسم الله يا حجاب كل مسالة اللي عليه تقولي وعليه سنادي الله يا سيدي الله يا عيسى اللي عليه تقولي وعليه سنادي مولاي محمد خاتم الرسالة الله مولانا ويا الله مولانا الله مولانا ويا الله مولانا الله مولانا ويا الله مولانا علي ما يفهم يا الواحد ربي يا الله يا الحجاج يا اللي تحتالوا. C'est trop Voilà. frustrant, ça s'arrête. Ouais, je suis désolé, c'est hyper. J'étais obligé parce que en fait, au bout d'un moment, j'ai dû couper parce qu'en fait, j'étais en train de tout uploader la chanson. En fait, tu te perds. C'est dingue Ouais, comme totalement. tu te perds dans ton esprit. C'est vraiment des trans. C'est le principe de la trance musicale, quoi, totalement. Et vous pouvez regarder les vidéos des mecs, ils sont au taquet en fait. Hein. C'est un truc de fou. Ça, en l'occurrence, c'est pas des Gnawa, c'est des chansons Aïssawa. C'est aussi marocain. Et les Aïssawa, c'est un ordre qui a été fondé à Melsis, au Maroc, au 15e siècle. Ok. Eux, ils pratiquent des exorcismes de djinns grâce à des prières chantées telles que celles que vous venez d'entendre, que l'on appelle des lilas, tout simplement. Donc, ils consistent vraiment juste à avoir un petit tambourin derrière qui fait un rythme. Et après, il y a les prières qui sont faites, qui sont reprises et qui sont reprises. Et honnêtement, c'est fou. On se sent presque plus... Alors, j'ai un mot qui me vient, mais c'est peut-être pas le bon, mais plus pur en écoutant cette musique. Moi, honnêtement, ça me fait vriller. C'est incroyable. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment des musiques qui sont très accessibles, tu vois. Par exemple, si on compare avec des musiques du Proche-Orient ou des sonorités qui sont plus traditionnelles, ou tu Ouais. sais, en occidental, t'as du mal vraiment à reconnaître, t'as un phrasé musical qui est différent, t'as l'impression que c'est un petit peu dissonant. Alors que là, en fait, c'est très simple, c'est très répétitif. Et du Mm. coup, oui, je pense que quelle que soit ta culture, alors là, tu m'as dit que c'était du Maroc, ça vient du Maroc. Ouais, c'est ça, marocain. Ouais, tu vois, quelle que soit ta culture, je trouve que c'est vachement accessible en tout cas comme musique. Tout à fait, ouais, tu peux t'identifier très très facilement. C'est vraiment le principe de répétition musicale en fait. Ça, c'est absolument dingue. Et puis ça marche hein, pour n'importe quel genre de musique. Si vous répétez quelque chose constamment, au bout d'un moment, ça te fait vriller en fait. Ouais, c'est vraiment le principe de la trance musicale de ça. Et je pense que ça pourrait, comme je disais, faire un épisode à part entière. Et quand j'ai découvert ça, je pouvais pas ne pas les mettre parce que honnêtement, en plus d'être méga classe comme information, c'est de la putain de bonne musique, je trouve. Voilà, donc je suis très content d'avoir fait cette découverte en faisant cette chronique. Et j'avais commencé à faire des recherches sur eux. Et je me suis dit non, mais faut se recentrer. J'ai déjà 4 pages de texte, donc c'est juste une parenthèse, on va dire, dans tout ça. Et du coup, maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est essayer de parler un peu purement classification de djinns au Maghreb. Là-bas, on va potentiellement plutôt les classer en 3 catégories. On a d'abord les Efrites, qui sont des djinns faits de feu et de lumière. Dans le cadre du folklore pré-islamique du Maghreb, les Efrites naissent du sang d'un meurtre. Pour le stopper, il faut planter un clou jamais utilisé dans le sang. Alors déjà, vous devriez remarquer quelque chose d'un peu étrange, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure que normalement, dans l'islam, les djinns fonctionnent comme des humains. Ils se reproduisent, ils ont des relations sexuelles, ils ne naissent donc pas normalement de cette manière-là. C'est pour ça que, alors après c'est vraiment juste un point de vue personnel, quand je regarde les sortes de djinns au Maghreb, j'ai vraiment l'impression que c'est des créatures qui semblent presque à part, comme si c'était des créatures presque d'une certaine manière originelles, parce qu'elles n'ont pas encore été déformées, en tout cas par justement le Coran et par l'islam. Après c'est personnel, j'aurais d'autres peut-être hypothèses faites plutôt après derrière. C'est l'Efrit qu'on retrouve le plus souvent dans la pop culture au travers des séries télé mais surtout des jeux vidéo. Alors là, je vais aller sur Wikipédia,
et je vais vous dire tout ce qu'on peut avoir comme Efrit dans la pop culture. Des Efrit, on en trouve dans Madame la Diablesse dès 1949, dans American Girl en 2001, dans True Blood, dans Lost Girl, dans Tara Duncan, dans Date Alive, dans One Piece. Mais en termes de jeux vidéo, c'est là où il va être le plus présent, puisqu'il est dans Final Fantasy, dans les Tales of, dans God of War, dans Heroes of Might and Magic, dans Baldur's Gate 2, dans Sonic, dans Aura Kingdom, dans Prince of Persia, dans Rise of Nation, dans Overwatch, dans Arma 3, et j'en ai oublié quelques-uns, j'ai regardé surtout les plus connus. Donc les frites, un gros bonhomme rouge. Les marides, ce sont des djinns, des mers et des océans. Voire même parfois carrément juste de l'eau. Ils ont la capacité d'exaucer les souhaits, mais seulement s'ils le veulent. Toutefois, il est possible de faire d'un maride son esclave, mais pour ça, il faut le vaincre soit par la ruse, soit par la force. Une fois qu'il vous appartiendra, il ne pourra plus rien vous refuser, et tous vos vœux, il sera obligé de les réaliser. D'ailleurs, ça vous rappelle pas quelque chose, ça, cette histoire de vœux, de génie bleu, tout ça? Et bah du coup, Aladdin. Ah. Oui, tout à fait, Aladdin. Mais le Aladdin de Disney, en fait. Voilà. Le génie de Aladdin, si on voulait faire un énorme parallèle, ça serait plutôt un maride. Un génie bleu, donc plutôt lié à l'océan, qui exauce des vœux. Il est à l'intérieur d'une lampe, etc. Bon, ça c'est comme pour les Mille et une nuits. Et Jafar, il est de quelle couleur? Rouge. Si vous souvenez du dessin animé. Il est rouge. Du coup, Jafar, ce serait plutôt un Efrit. Il est rouge, il a des petites flamèches. Il est plutôt en lien avec le feu. Donc c'est rigolo, je sais pas si, honnêtement, je sais pas si Disney a fait des recherches sur les types de génies qui existaient, mais c'est assez rigolo de voir qu'ils ont essayé d'en mettre deux sortes différents, un plutôt bleu et un plutôt rouge. Je pense qu'ils ont plutôt voulu faire les gentils et les méchants, mais je trouvais ça rigolo quand même de le placer ici. Et le dernier type de djinn qu'on peut avoir, le troisième au Maghreb, ce sont les sylphes. Les sylphes, ce sont des sortes d'élémentaires de l'air qui seraient pourvus d'ailes pour voler. Alors, j'ai un problème avec les sylphes, c'est que j'ai beau chercher beaucoup, il y a très peu de sources qui parlent réellement des sylphes. Parce que très rapidement, en termes de mots, ça se rapproche de la sylphe des mythes gaulois. Donc aussi une sorte de génie des airs. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu ici une forme d'acculturation, ne serait-ce que dans les recherches des gens, etc. Je sais pas trop, donc c'est à prendre avec des méga pincettes pour ce qui est du sylphe. D'autant plus que je vais faire une théorie derrière qui sera aussi à prendre avec des pincettes, mais c'est une théorie personnelle que je trouve assez rigolote. Si vous vous rendez compte, en fait, les djinns sont classés par élémentaire. Vous avez donc l'élémentaire de feu, l'élémentaire d'eau et l'élémentaire d'air. Ça renvoie pas mal à la pensée d'Aristote dans la classification des 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. C'est exactement ce qu'on a ici. On a 4 types de créatures avec chacun un élément associé. Et là, normalement, vous devriez vous rendre compte qu'il y a un problème dans ce que je viens de dire. Qu'il me manque la terre. Pourtant, depuis le début, je parle de ce 4e élémentaire de terre. À votre avis, qui est-il et où s'est-il caché dans cette chronique? En fait, j'ai la musique de France qui pop dans ma tête de manière constante. Et complètement ailleurs. Non, il faut vous replonger dans votre mythologie biblique, chers amis. Car c'est genre un golem, mais ben non. Non, justement, c'est pas vraiment le golem. Il peut pas être là. Et non, il peut pas être là. Par contre, vous êtes des élémentaires de terre. C'est les humains. Oui. C'est les humains qui sont de la terre. Putain. Ok. C'est dans le Coran où c'est écrit que Dieu crée les djinns à partir de feu. L'homme est créé à partir de terre. Si on se place du point de vue du Maghreb, on a donc des créatures de feu, mais aussi des créatures d'eau, d'air, et l'homme et la terre. En fait, les 4 éléments sont représentés au travers des djinns et des humains. Humains, Efrit, Madrib, Sylph forment ensemble les 4 éléments primaires dans la pensée européenne. Alors c'est probablement sûrement un énorme hasard et je vais trop loin, mais j'aime bien cette idée parce qu'elle amène un semblant de logique et de sens au travers des différents mythes musulmans sur la créature. Et moi, j'adore rajouter des trucs au niveau du sens et de la logique. Donc, prenez ça avec des méga pincettes, c'est juste une théorie très personnelle. J'aimerais ainsi, du coup, terminer par une chose assez intéressante. On sait que les djinns ont été fixés dans le marbre par l'islam, mais on a du mal à trouver leur origine de base. Est-ce que c'est en Afrique? Est-ce que c'est en Arabie? Est-ce que c'est en Asie mineure? Est-ce que c'est en Inde? Et j'aimerais vous apporter donc ainsi une théorie supplémentaire que j'ai essayé de distiller subtilement au cours de cette chronique. Les djinns seraient peut-être tout simplement d'origine berbère. En effet, nous avons commencé cet épisode en parlant d'Espagne et de colonisation, et on va terminer par ça. On va faire un détour sur les îles Canaries. Là-bas vivaient les Guanches, alors je prononce sûrement très mal, un peuple d'origine berbère. Il se trouve qu'ils ont dans leur folklore des créatures que les Espagnols ont baptisées des génies, et qui semblent avoir les mêmes caractéristiques que les djinns. En gros, des esprits vivant partout autour de nous, responsables de nos petits malheurs du quotidien, divisés en 2 catégories, les Maxios, les bons, et les Tibetchenas, les mauvais. La même classification de base que l'on retrouve chez les djinns. On y retrouve d'ailleurs également le personnage de Guayota, un dieu mauvais associé directement à ces génies. Il semble être leur chef, et il se serait rebellé contre Magek, le dieu solaire. Et pour cela, il est condamné à être enfermé sous terre dans le cœur du pic de
Taïdé à Ténérifi. Vous avez sûrement reconnu le parallèle, ça ressemble quand même énormément au mythe d'Iblis dont nous avons parlé au cours de cette chronique. Cependant, comme dirait Dumbledore, cela révèle ici beaucoup de l'interprétation. En effet, les seules sources que nous avons ici sont celles qui ont été rédigées par les Espagnols qui ont ensuite réduit le peuple des Guanches en esclavage. Ils ont donc rapidement dressé des parallèles entre la mythologie chrétienne qui est la leur, la espagnole, et les mythes païens qui étaient affiliés aux îles. Où se trouve le vrai du faux, c'est difficile de le déterminer ici. En réalité, on ne pourra donc jamais vraiment être certain de l'origine des djinns. Mais il ne faut pas oublier une chose, au final, les caractéristiques de ces créatures ne leur sont pas uniques, car dans beaucoup de cultures, on retrouve des esprits élémentaires. C'est quelque chose qui est très présent. C'est juste qu'à chaque fois, avec l'arrivée des grandes religions monothéistes, on a fini par mettre tout ça dans un même sac et tenter de donner, comme je l'ai fait aujourd'hui, un semblant de cohérence à cet ensemble. Encore aujourd'hui, le djinn fascine, et vous avez sur YouTube beaucoup de chasseurs de djinns, donc des vidéos plutôt créées au Maroc ou en Arabie, qui, à l'instar de nos chasseurs de fantômes à nous en Occident, vont essayer de tenter de rencontrer les djinns du quotidien. Et c'est ainsi que s'achève cette chronique. En plus, c'est assez logique, en plus, oui. S'ils ont pas de fantômes, Bah mais oui. des djinns, ils chassent des djinns. J'ai regardé des vidéos sur YouTube de mecs qui sont là à faire « Ah, ils parlent arabe, donc je comprends pas ce qu'ils disent, mais ils sont là, ah !» et puis d'un coup ils paniquent parce qu'ils voient un truc bouger. Exactement comme fait le grand JD quand il est dans un château hanté, tu vois. C'est la même, mais avec des djinns. Du coup. Ok. Et il y a un truc intéressant avec le peuple des Canaries. Alors, je me rappelle plus du nom, mais C'est les Guanches. je crois que c'est leur histoire. Il me semble que c'est eux. Une fois, genre, ils se sont installés et en fait, ils sont jamais revenus après sur le continent, en fait. Et du coup, ça a créé Non, tout à fait. une culture à part. Il me semble que c'est ça l'histoire. Ouais, et justement, c'est pour ça justement que je me suis basé sur cette idée que le mythe des djinns est peut-être plutôt berbère, parce que ils ont jamais été islamisés, c'est-à-dire qu'ils sont partis du Maghreb avant l'arrivée de l'islam. Et pourtant, quand on regarde les traces de leur civilisation, il y a parfois quelques liens à faire avec ce qu'on peut retrouver dans certaines cultures, justement berbères, et mixé avec cette culture islamique qui a été faite derrière. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, le problème c'est la source, c'est que la source elle est chrétienne, donc du coup de base elle est déformée. Les chrétiens ont toujours tendance à faire un bien et mal à chaque fois qu'ils rencontrent des civilisations. Ils ont fait pareil avec les Vikings, à essayer de créer il y a le gentil et il y a le méchant, quoi. Si c'est ta seule source, il faut garder ça en compte, mais si t'en as pas d'autres pour comparer, c'est difficile, tu vois, C'est d'aller ça, plus tout à fait. C'est absolument impossible d'aller plus loin. Si les Espagnols les avaient pas tous butés, en fait, on aurait probablement d'autres choses après derrière. Mais le fait est que, bah voilà, c'est le 15e siècle et du coup, voilà, t'en as parlé pendant ta chronique et eux, ils n'avaient pas un Espagnol qui les a rejoints pour les aider pendant quelques instants, malheureusement. C'est clair. Voilà. Comme quoi, tout est lié toujours dans cette émission, c'est ça qui est fou. Et on peut toujours trouver des liens à faire. Surtout que t'es doué pour Oui. trouver les liens. Oui, c'est ça. À force, j'ai l'habitude. Du coup, chez vous, si jamais vous sentez que vous n'êtes pas tout seul, qu'il y a une présence, qu'il y a des djinns, écoutez les musiques que je vous ai mises et peut-être que ça vous permettra de rentrer en transe et d'exorciser votre lieu finalement. Grande classe. Ma résidence étudiante s'appelait la résidence djinn. Ah, Inquiétant. Incroyable. Des fois, je me sentais pas seul. Il y avait comme une présence qui était là. Bon, en tout cas, merci à vous, messieurs, pour votre participation à cet épisode qui va prendre fin tout de suite. Je voudrais aussi remercier nos chers auditeurs qui nous écoutent, qui sont toujours là, qui sont toujours présents, ça fait plaisir. On espère que cet épisode vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Si vous a pas plu, n'hésitez pas à le dire aussi. On est en recherche de commentaires. Et quoi qu'il en soit, nous vous souhaitons à tous une excellente journée, soirée, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez, comme à chaque fois. Sur ce, passez une bonne nuit. Vous pouvez leur dire au revoir. Bonne nuit. Bonne nuit. Où ils se sont installés, en fait, je sais plus quand, il y a très très longtemps. Du Non, coup, tout à fait. ils ont fondé leur civilisation, leur culture. Et en fait, ils ont jamais. Alors, je vais refaire ma phrase parce que ça n'a plus aucun sens. En gros, il me semble que, ouais, On est tous crevés. On est tous claqués, je crois. les barbares qui sont venus